Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est un grand amateur des pains. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel, oui c'est clair, quand j'étais tout petit, j'avais une boulangerie juste à côté de chez moi et tous les matins je sentais cette odeur du pain chaud et depuis je suis complètement addict au pain, je dois l'avouer. Bon Philibert, tu seras content parce qu'aujourd'hui on va parler de pain et d'une des plus belles success stories de la boulangerie en France et dans le monde. Notre invité est un boulanger entrepreneur connu et reconnu mondialement. En 1996, il a ouvert sa première boulangerie au 8 rue Monge dans le 5e arrondissement de Paris et depuis, il ne cesse pas de développer son activité. Il est aujourd'hui à la tête d'un réseau qui compte désormais plus de 200 boutiques en France et dans le monde. Nous sommes avec Eric Kayser. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, nous avons enregistré un podcast il y a quelques mois lors du premier confinement où tu nous expliquais comment tu t'adaptais à l'impact du confinement sur ton activité. Aujourd'hui, nous souhaitons parler des sujets un peu plus joyeux et revenir ensemble sur ton parcours et la belle histoire de la création de l'entreprise Eric Kayser. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr, donc Eric Kayser, j'ai fait un apprentissage de boulangerie. Ensuite, les Compagnons du Tour de France, c'est vrai que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans l'apprentissage d'abord, parce que je crois qu'il faut apprendre avant de pouvoir transmettre. Ouais. Et ensuite, dans la transmission, ça m'a permis de commencer à voyager, parce qu'en vrai, c'est vrai que ma vie a été un long parcours, un long voyage, aussi bien en train qu'en avion. Et ça continue, on va revenir. Et ça continue. Et ensuite, je me suis dit, j'étais formateur chez les Compagnons, je me suis dit un jour, écoute, un formateur, il doit aussi prouver qu'il est capable de faire quelque chose. Enfin, c'est vrai qu'on prêche beaucoup, on montre beaucoup. Et je me suis dit un jour, je vais m'installer et montrer que ce que je prône peut se réaliser, peut fonctionner. Et donc, on a redémarré notre première boulangerie, comme tu le disais tout à l'heure, rue Monge, en 96. Et on a redémarré aussitôt le travail du pain au levain naturel. Et c'était compliqué, parce que le levain naturel, c'est à la fois beau, simple, mais compliqué. C'est vraiment, on dit qu'un boulanger, c'est un alchimiste, c'est un peu ça. Il faut retravailler avec la nature, la longue fermentation, les process qui changent parce que on retourne sur le passé, mais les gens, ils avaient oublié comment était cette production. Et donc, on a redémarré ça et c'était assez surprenant. Alors, on va revenir sur tout ça. On a une question rituelle dans ce podcast, c'est pourquoi la bouffe dans ton cas? Alors, comment t'es tombé dans la boulangerie? Je crois que c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Je suis la 5e génération de boulanger, mais 5e. Surtout enfant, je me voyais, quand j'ai eu 4 ans, 5 ans, faire de la boulangerie et voyager dans le monde. Et comme je venais d'un petit village dans l'Est de la France, c'est vrai que quand je disais ça, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je disais que je voulais devenir boulanger, voyager, ça surprenait, mais j'ai l'impression que c'était dans mes gènes. Ta famille, c'était des boulangers, mais qui sont restés sur place toute leur vie. Ils n'ont pas trop voyagé. Puis ils ont vendu leur affaire quand j'avais 12 ans, donc j'ai connu, mais pas tellement. Donc t'as pas repris la structure familiale. Non. Mais par contre, t'as chopé le virus. Voilà. Et c'est virus. Le Covid. Hein. Le bon virus. Tu dirais que c'est une vocation, du coup. Depuis tout jeune, tu voulais être boulanger. J'ai l'impression d'avoir ça dans les gènes, oui. Ouais. Tu sais, c'est marrant. J'ai un ami qui est chirurgien, il est à New York et il a aujourd'hui 65 ans. Et le gars me dit que depuis qu'il a 4 ans, lui, il se voyait faire de la chirurgie. Et il se voyait très jeune faire de la chirurgie en France et après aux États-Unis. Et je ne sais pas si c'est son rêve qu'il a suivi ou c'est lui qui a suivi son rêve. Mais il est parti aux États-Unis. Donc toi, tu dirais que c'est la même chose. C'est depuis tout petit. J'ai l'impression d'avoir ça, ouais. Et alors, comment tu t'es formé? T'as suivi quelle formation? Donc, un apprentissage classique à Fréjus, sur la Côte d'Azur, parce que mes parents avaient aménagé là-bas. Après la vente de leur affaire. Ouais. Et ensuite, j'ai fait les Compagnons du Tour de France. Donc, c'est que moi, je suis brésilien, je ne suis pas sûr de comprendre à 100% l'histoire des compagnons. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait? Le compagnonnage, c'est donc d'abord une aventure humaine et ensuite, c'est un apprentissage à travers le voyage et à travers l'apprentissage et la transmission. C'est-à-dire qu'un compagnon, on le voit toujours avec son baluchon. C'est les images de 1800, là, vous voyez, il est en train de voyager la France. Aujourd'hui, on voyage d'une façon un peu plus moderne, en train ou en avion, et on voyage en France ou à travers le monde, mais toujours dans la même idée, c'est de se regrouper dans ce qu'on appelle des maisons de compagnons, où il y a une centaine de jeunes gens et de jeunes femmes. Et dans cette maison, on va suivre des cours et donner des cours et prendre nos repas et partager les chambres, les dortoirs. Ouais. Et c'est vrai qu'on apprend à vivre en communauté. Ça, c'est déjà un exercice, vous voyez, qu'on n'apprend plus tellement maintenant, un peu comme si on était à l'université, on vivait tous ensemble. Et on est là pour se perfectionner dans un métier. Mais alors, on ne va pas faire que ce métier, vous voyez, on va faire par exemple boulanger, charpentier, menuisier, tous les métiers qui existent dans le compagnonnage. Mais surtout, on va suivre des cours du soir ou des cours de l'après-midi sur l'informatique, sur les langues, sur un tas de choses pour essayer d'enrichir les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont là-bas. Et c'est toi qui formais tes collègues
collègues, tes compagnons, les compagnons, et eux qui t'ont formé aussi. C'est ça, c'est un échange de savoir-faire. Oui, alors on a des stades. Oui, au départ, on apprend. D'accord. Ensuite, on apprend à former. Ensuite, on continue à apprendre et apprendre à transmettre. Ouais. C'est un peu le schéma, oui. Donc, plus on évolue, plus on est formé, plus on va pouvoir transmettre aux autres parce qu'il faut aussi apprendre à transmettre. Et t'as fait ça dure combien de temps, ce parcours 5 ans, 6 ans. Hein, c'est tout un tour de France. Hein. Oui, comme ça. tu le disais, c'est un tour géographique. Ouais. Et toi, tu te concentres sur la boulangerie ou comme tu le disais, tu apprends aussi d'autres métiers manuels Parce que pour moi, c'est ça. Le compagnonnage, c'est tous les métiers oui, c'est d'art tous les métiers. Donc on partage. En vrai, moi, ma spécificité, c'est la boulangerie-pâtisserie, on va dire. Mais à côté de nous, on avait des menuisiers, des tailleurs de pierre, des charpentiers. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que vous pouvez vous faire des grandes amitiés avec des gens qui travaillent dans des métiers différents. Donc vous avez une espèce d'ouverture au monde qui est passionnante. Super. Et je pose une dernière question là-dessus. Ça existe encore ? Oui, bien sûr. D'accord, c'est bien. Ouais, oui. C'est bien d'en parler parce qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est très, très louable. Et toi, et quelque chose aussi intéressant dans ton parcours, c'est évidemment tu es un boulanger, artisan boulanger, mais tu es aussi un entrepreneur remarquable parce que très tôt tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Comment ça a démarré ? La fibre entrepreneuriale, elle vient d'où en fait ? Je crois que j'avais ça au fond de moi et j'avais envie vraiment de pouvoir développer mon entreprise. Alors c'est vrai que on fait tous un apprentissage en faisant de l'entrepreneuriat puisqu'on démarre avec des petites structures. Et ces petites structures, soit on a envie de les développer, soit on a envie d'ailleurs de les garder comme elles sont. Mais c'est un apprentissage que autour d'une entreprise, qu'elle soit boulangerie, pâtisserie ou boucherie ou ce que vous voulez, il faut mettre des comptables, il faut mettre des avocats, il faut mettre mettre différents métiers. Et c'est ça le truc, c'est d'apprendre à travailler avec différentes personnalités ou différentes personnes. Et j'ai trouvé que ça, c'était quelque chose de passionnant. Donc, je crois que j'ai développé ma fibre entrepreneuriale au fil du temps en continuant à faire un apprentissage. Super. Que tu commences, donc tu le disais tout à l'heure, tu es formateur, c'est ça, dans un centre, donc tu formes des boulangers et à un moment, là, tu chopes un autre virus qui est l'entrepreneuriat, et tu décides de te lancer. Je crois que ta première expérience entrepreneuriale, et on va y revenir en détail parce que c'est passionnant, c'est la création d'un nouveau procédé, c'est ça, le fermento levain, truc un peu technique, mais tu vas nous expliquer, c'est ça ? Oui, j'ai d'abord démarré avec un ami qui s'appelait Patrick Castagna à l'époque. J'étais formateur pour les compagnons du Tour de France. Ensuite, je suis devenu formateur à l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie, qui est l'organisme de formation des syndicats de France de la boulangerie. Donc, on était là pour dispenser des cours ou développer des nouveaux process auprès des artisans. Un jour à Pau, le lendemain à Nantes, et on montrait des choses nouvelles, comme par exemple le pain de tradition française. Ouais. Et pendant cette période, on a décidé donc avec un autre formateur de créer cette machine qui permettait de gérer en permanence du levain naturel. Ouais. C'est-à-dire que si vous regardez les images d'Épinal, on voit le boulanger, il dort avec son levain sous le sommier, et quand le levain pousse le sommier, le boulanger va s'occuper de son levain. C'est comme un bébé, vous voyez. Ouais. On va changer la couche. Et là, d'un seul coup, on s'est dit, on peut pas continuer comme ça, c'est trop compliqué, c'est astreignant et tout. On va essayer de créer une machine qui permet de gérer ces levains. Mais alors, c'est pas une machine révolutionnaire, c'est comme un fil à couper le beurre, sauf que la machine, elle va mélanger, donc battre le levain, incorporer de l'oxygène pour qu'il se régénère, le levain. On va remettre chaque jour de la farine et de l'eau pour pouvoir l'approvisionner, parce que sinon, il n'y en a plus, l'entretenir. On avait une espèce de réserve, comme dans une voiture, pour conserver ce qu'on appelle la mère, la base du levain qui fait fermenter l'ensemble. C'est technique. Ouais. Et la machine montait en température et descendait pour la conservation. Juste pour rappel, quel est le rôle du levain dans la fabrication du pain ? Là, je parle pour tous nos auditeurs qui c'est intéressant parce que vous avez raison. Quand on a fait notre chaîne YouTube et on a fait un premier épisode sur le levain, et j'ai dit à nos équipes, mais vous êtes sûr qu'on veut faire un épisode sur le levain ? Les gens, ils vont pas comprendre, etc. Et je crois que c'était ce qui a été le plus gros succès. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, mais c'est parce que c'est compliqué à transmettre le levain. En vrai, le levain remplace la levure. Vous avez soit le levain naturel, si je veux imager, pardonnez-moi pour les professionnels, soit on a la levure, soit on a le levain naturel. Le levain naturel va faire pousser la pâte. Alors, le levain naturel, on construit comment ? Avec les levures préexistantes dans l'air ou sur les fruits. Vous voyez, on voit souvent les boulangers qui font leur levain avec, par exemple, les pelures de pommes ou le raisin ou n'importe. On va s'organiser pour capter ces levures naturelles qui existent dans l'air et on va s'arranger pour les multiplier en nourrissant ce levain avec du miel et avec des nouvelles farines qui peuvent être des farines complètes ou de seigle ou de meule, des farines où il y a les enveloppes où en vrai, on devrait trouver les levures. Et donc, ce levain, on va le nourrir, donc en remettant de la farine et de l'eau chaque jour, en mettant un petit peu de miel. Donc c'est ça que tu disais qui prend du temps pour un boulanger traditionnel. Ça prend quelques jours pour le démarrer, mais ensuite, une fois que vous l'avez, il faut vous en occuper.
C'est ça le truc. C'est à quelle fréquence? Plusieurs fois par jour, tu disais tout à l'heure. En général, avant, il n'y avait pas de réfrigérateur, donc c'était 2-3 fois par jour, surtout en été, parce qu'il fait chaud. Et avec les réfrigérateurs, on va dire qu'on pouvait s'en occuper 1 à 2 fois par jour. Pour ça que c'était important de faire une machine qui allait faciliter la vie du boulanger. En vrai, l'histoire des métiers manuels, c'est de trouver des substituts, trouver des machines pour les aider à faciliter leur vie. Je vous prends un exemple. Par exemple, au début de ma carrière, on coupait les gâteaux avec des couteaux, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on avait beaucoup mal aux poignets parce que les gâteaux, ils sont froids, ils sont durs, ils sont machin. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis mis à aller voir des machines qui permettaient de couper au jet d'eau les gâteaux. Mais non seulement les gâteaux, par exemple, avec une petite machine à jet d'eau, mais avec une très forte intensité, ils coupent le gâteau d'une façon parfaite. Mais en plus, vous économisez les poignets de vos gens. Plus de tendinite, plus rien. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est des petites choses qui vont permettre de faire évoluer un métier et sûrement de l'améliorer sans détruire la qualité. Mais je trouve incroyable qu'en 94, un produit tellement quotidien que les pains, il n'y avait pas encore une machine. De l'innovation. Ça veut dire que même aujourd'hui, il y a de la place pour l'innovation dans la boulangerie. Il y a toujours de la place. Et quand j'ai été moi, j'ai eu la chance de pouvoir parcourir le monde. On va dire que c'est un grand enseignement pour moi. Vous allez au Liban, vous voyez les gens qui travaillent à base de levain de pois chiches et vous faites un pain merveilleux. Puis après, vous allez dans d'autres pays, vous voyez des gens qui travaillent avec des levains qui sont différents, avec différents ingrédients. Mais c'est juste extraordinaire de voir le goût du pain, comment il peut changer. C'est ça qui est important, et c'est ça qui est intense, et c'est ça qui est beau, et c'est comme ça qu'on transforme un métier. Alors bien sûr, on peut inventer un tas de choses. Vous voyez, la pâte, maintenant, on va la laisser reposer, par exemple, dans le pétrin pendant 15 heures. 15 heures de fermentation une fois qu'elle est pétrie pour ensuite la travailler. On ne pensait pas qu'on pouvait faire des choses comme ça avant. Mais maintenant, on sait qu'on peut le faire et qu'on peut faire des innovations sans cesse. Et puis, on travaille également avec des farines qui sont bio ou qui sont d'agriculture contrôlée, raisonnée. Tout ça permet d'avoir un changement. Ou alors, avec des blés anciens, il y a beaucoup moins de protéines. Je crois que ça, c'est important à dire pour vos auditeurs. Les blés anciens, ils ont moins de protéines. Ils ont à peu près 7-8% de protéines, donc de ce qu'on appelle de gluten. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent, tiens, on mange trop de gluten, c'est pas bon pour le corps, etc. Alors, je crois qu'il y a moins d'1% de gens qui sont cœliaques sur Terre. Par contre, il y a des gens qui se sentent mieux en absorbant moins de gluten parce que souvent, il y a des rajouts de gluten dans les farines industrielles. C'est-à-dire que les gens font l'amalgame entre le pain industriel et le pain artisanal. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que dans le pain artisanal, vous avez à peu près 11% de gluten de protéines naturelles dans le blé. Donc, vous le récupérez dans le pain. Si vous prenez des pains à base de blé ancien, vous êtes plutôt à 8%. Donc, vous vous sentez plus digeste, quoi. Enfin, en tout cas, ça dépend des gens. Celui qui supporte le gluten, il a aucun problème. Il faut au contraire qu'il absorbe du gluten. Et l'autre qui est un peu plus intolérant, il va prendre des blés anciens. Vous voyez, il y a un tas de choses qu'on peut réinventer. On va y revenir. Ça nous on a tout un chapitre, mais tu es tellement passionné. Je l'ai laissé faire, mais c'est passionnant. Juste pour finir sur ta machine, le ferment au levain. Donc, ça a été une vraie rupture dans le métier. Ça a fonctionné, ça a marché. Aujourd'hui, beaucoup de boulangers ont cette machine. Oui, c'était surprenant parce qu'à l'époque, les fabricants de levure étaient pas très contents de voir apparaître des machines qui allaient permettre de éventuellement de faire du levain, mais de vendre beaucoup moins de levure. Et finalement, ces marchands de levure se sont mis à produire des levains et à les vendre et à les vendre directement dans les boulangeries, vous voyez. Donc d'un seul coup, les gens ont peur. Et puis quand ils voient qu'ils peuvent avoir un intérêt ou qu'ils comprennent à quoi ça sert, ils vont se lancer à fond dedans. Donc c'est vrai que ça fonctionne, quoi. Si j'avais une dernière question par rapport à cette machine, l'objectif c'est quoi? C'est de faire gagner du temps au boulanger ou c'est d'améliorer la qualité du pain? Non, avec le levain naturel, vous gagnez jamais de temps parce que c'est vraiment fastidieux de travailler, de faire le pain au levain naturel. Il faut vraiment le surveiller. Mais par contre, on améliore considérablement la qualité. Alors, je vais vous dire, on va ouvrir juste une petite parenthèse. Vas-y, on a le temps. Vous avez ce qu'on appelle un pH, un taux d'acidité qui existe. Plus vous allez descendre ce taux d'acidité dans le pain, plus vous allez améliorer la conservation, plus vous allez donner du goût. Et donc le levain, il nous améliore considérablement l'acidité du pain, donc automatiquement la conservation et il donne du goût. Donc c'est pour ça qu'on utilise des levains. Donc cette machine, elle a permis à beaucoup de boulangers de travailler le levain naturel, alors qu'avant ils utilisaient plutôt des levures, des procédés... De retravailler le levain naturel. De retravailler, parce que comme tu le sous-entendais, c'est la méthode ancestrale. Voilà, on a réinventé, mais on n'a pas inventé. Et du coup, comment on passe? Donc, c'était un premier projet d'entrepreneur, celui-là. Tu vendais cette machine, en fait, à des boulangers. Les business models étaient celui-là des... Oui, c'est une question intéressante. Donc, on a travaillé avec, à l'époque, Electrolux, qui avait une division boulangerie. Donc, ils vendaient... Une grosse partie du marché de la boulangerie, du matériel, c'était eux qui le vendaient, donc les fours, les pétrins, etc. Eux, ils ont accepté de développer ça avec nous, donc on a travaillé avec des ingénieurs de chez eux. Et en 93, quand on a sorti cette machine pour la première fois sur une foire de la boulangerie,
les gens ont commencé à acheter les machines, mais personne ne savait les mettre en route ou les utiliser. Ouais, donc après, il faut les former. Ouais. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais monter une entreprise avec des consultants pour pouvoir envoyer en Chine, aux États-Unis, en Australie, un peu partout, parce que les gens achetaient de partout la machine, et qu'on mette en route cette machine. Donc on mettait en route la machine, on mettait en route la formation. Surtout dans la boulangerie, on va dire un peu plus importante, semi-industrielle ou industrielle. Mais c'était ça qui était intéressant en vrai, c'était de pouvoir réapprendre nous-mêmes en même temps les process, pour pouvoir nous améliorer en artisanat et dans différents domaines. D'accord. T'en as vendu combien à peu près, tu sais? Aujourd'hui, je vais vous dire que ça fait 26 ans. Il y a beaucoup d'équipementiers qui se sont mis à faire ces machines. Le brevet est tombé dans les mains de tout le monde. Je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais peut-être 100 000, vous voyez, qui sont vendus dans le monde. Beaucoup de gens sont mis à faire. Même au Japon, on avait créé des machines parce que c'est marrant, mais au Japon, il y a des mini boulangeries et donc on avait créé des machines pour gérer des levains à hauteur de 15 kilos. Mais 15 kilos dans une boulangerie, ça représente rien du tout, mais c'était ce qu'on appelle les mini fermentaux levains. On avait développé ça avec les Japonais à l'époque. C'était intéressant, ils en vendaient beaucoup. Et aujourd'hui, on en trouve assez fréquemment dans les boulangeries artisanales plutôt, ou quel type de boulangerie? Si je voulais être complet, je vous dirais que le levain, aujourd'hui, on en trouve beaucoup un peu partout. Alors, ça peut être du levain avec nos machines, ça peut être du levain qui est vendu par les levuriers ou les marchands d'additifs, que naturellement, dans des seaux, vous voyez, etc. Mais donc, on va dire que dans la plupart des boulangeries, aujourd'hui, on retrouve du levain naturel. Parfait. Boulangerie artisanale. Et finalement, tu passes donc d'une première étape d'entrepreneur avec la création de Fermento Levain et cette société des services, des formations, conseils, à ouvrir ta propre boulangerie en 96. Comment tu passes d'un business à l'autre et pourquoi? C'était là, oui, j'ai l'impression que c'était la complémentarité, c'est-à-dire que d'abord on crée les machines, ensuite on a travaillé avec les meuniers pour peut-être faire des farines un peu différentes, ou en tout cas des farines avec beaucoup moins de gluten, etc., pour que les gens puissent mieux digérer, mais ça fonctionnait aussi avec nos machines à levain. Et derrière, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire pour boucler le tour? On va faire le premier magasin pour voir ce que ça donne et voir comment les clients vont accepter notre procédure, notre process, etc. Je me souviens de la première dame qui est venue dans le magasin le vendredi 13 septembre, et elle a demandé une boule de levain. Et puis je crois qu'à l'époque, on vendait, je vais vous dire une bêtise, mais 35 francs ou 40 francs la boule, quelque chose qui correspond à 5-6 euros. C'est une grosse boule de kilo, mais les gens, ils n'avaient pas l'habitude, parce que le pain au levain, il développe beaucoup moins. Vous voyez, nos baguettes faisaient la moitié d'une baguette parisienne, etc. Donc, c'était surpris. Et elle a l'impression que c'était trop cher. Elle a reposé la boule et est partie sans la prendre. J'étais un peu surpris ou un peu ému de voir ça. Vous voyez, je me suis dit, peut-être qu'on a... Puis après, ça a fonctionné. Vous voyez, les gens... Faut expliquer, faut éduquer. Faut expliquer. Et je voyais une dame qui venait à la boulangerie tout le temps avec son petit-fils. Elle achetait une baguette de pain, la baguette, vous savez, la longue baguette parisienne blanche, là, chez le boulanger d'à côté. Elle venait chez nous acheter la baguette au levain. Puis un jour, je me suis permis de lui demander, je lui dis, mais pourquoi vous achetez 2 baguettes? Elle me dit, c'est mon petit-fils, il a pas encore l'habitude du goût de la baguette au levain. Non. Et puis après, il s'est habitué, son petit-fils, elle prenait plus que ça. Mais oui, il faut réapprendre aux gens. Vous voyez, le pain blanc, par exemple, avec la mie cotonneuse, vous pouvez l'obtenir que quand elle est très blanche et très cotonneuse, vous pouvez l'obtenir qu'en mettant beaucoup de levure à l'intérieur. Vous voyez, donc vous falsifiez un peu, vous changez un peu la donne de la fabrication du pain. Mais si vous avez mangé que ça toute votre vie, il faut revenir en arrière. Bien sûr. C'est comme quand on parle des Américains ou des Anglais, on dit mange du pain de mie toute la journée. Il y a pain de mie. Tu crées leur référence. Il y a pain de mie et pain de mie. Oui, des pains de mie qui sont propres, sans nets, sans additifs, sans conservateurs. Vous en avez d'autres qui sont bourrés de tout ce que vous voulez. Et c'est ça la différence. Mais juste pour qu'on comprenne les contextes de l'époque, on a beaucoup d'auditeurs, des très jeunes auditeurs qui sont nés les années 90. Donc, ils savaient pas quels étaient les scénarios de boulangerie à Paris de cette époque-là. Donc, en 96, on consommait une baguette avec des farines de mauvaise qualité, c'est ça, ou trop... Oui, on va dire qu'on était parti, vous savez, il y a eu la guerre, et après la guerre, les gens, ils en ont eu marre parce qu'il n'y avait pas assez de blé, donc on mélangeait tout ce qu'on trouvait. Ça pouvait être du sec, ça pouvait être des différentes céréales, mais le pain était devenu lourd, vous voyez, un peu noir. D'ailleurs, quand on parle de la guerre, on parle toujours de ce qu'on appelle le pain noir. Et d'un seul coup, quand un boulanger a eu l'idée de mettre une deuxième vitesse à son pétrin, de mettre un cachet d'aspirine et de se rendre compte qu'avec la vitamine C, il allait renforcer son réseau, donc le pain allait pouvoir développer. En plus, si on mettait un peu de levure, d'un seul coup, on passait du pain noir au pain blanc. Et pendant très longtemps, jusqu'aux années 93, 94, 95, 96, les gens, ils ont mangé ce qu'on appelle du pain blanc. Et d'un seul coup, vous revenez un peu en arrière pour revenir à du pain, ce qu'on appelle de tradition. Ouais. D'ailleurs, la loi sur le pain de tradition française a été votée, c'est-à-dire du pain où on va utiliser de la farine sans additifs et sans conservateur. Donc, ça, c'est dans le cahier des charges tradition, c'est pas d'additifs dans la farine. Et pas de conservateur. Donc, ça veut dire que vous revenez sur un schéma
à l'ancienne. Et là, d'un seul coup, vous dites, je peux plus faire du pain volumineux, très blanc, avec une croûte très fine, etc., parce que ça fonctionne pas. Ouais. Vous pouvez obtenir ce pain blanc que si vous trafiquez un peu la farine. Ouais. Et donc là, d'un seul coup, on revient à quelque chose, on revient un peu en arrière, mais pas dans le pain noir. Vous voyez, on revient dans le pain, ce qu'on appelle crème, le pain qui a du goût, le pain qui a une bonne croûte, etc. Et à l'époque, dans Paris, il y avait pas beaucoup de boulangers qui faisaient ça. Poilane faisait ça, très bien d'ailleurs avec sa boule de pain au levain, Lionel Poilane. Je pense que ça a été une des personnes qui a permis de conserver, en tout cas dans les mémoires des gens, ce qu'était le pain au levain naturel. Et comment tu résumerais justement cette vision de la boulangerie à l'époque par rapport aux autres? C'est une boulangerie artisanale, de tradition? Comment tu... La nôtre? Ouais. Oui, on est revenu sur une boulangerie artisanale. D'ailleurs, dans le magasin, on l'avait fait à moindre coût, mais on avait mis beaucoup de bois, beaucoup de pierres. On avait mis une ancienne meule à l'intérieur du magasin, vous voyez, parce que je voulais vraiment que les gens se rappellent de l'histoire, etc. Aujourd'hui, peut-être que ça fonctionnerait plus, ce type de magasin, parce qu'on les a modernisés, en tout cas les magasins, parce qu'on se dit, le produit doit être comme sur un podium, vous voyez, on doit bien le présenter, doit être mis en valeur. Mais à l'époque, c'est ce que voulaient les gens, et en tout cas, c'est ce qu'on a voulu relancer. Donc c'est vrai que ça détonnait un peu par rapport à ce qui se faisait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la boulangerie artisanale, elle a repris des belles lettres de noblesse, tant en France que d'ailleurs un peu partout, en province ou à l'étranger. Ouais. Et c'est bien, parce que la boulangerie, vous voyez, elle vit aujourd'hui. Il reste 33 000 boulangeries artisanales en France, ou 32 000. C'est énorme. Il n'y a aucun pays dans le monde où j'ai voyagé, où j'ai pu voir autant de boulangers, même pas au Brésil, vous voyez. Non, il n'est pas en Brésil, il est pas des 90 en France. Encore le pain blanc. Et pardon, toi, tout de suite, ça a marché. En fait, quels étaient les retours? Tu disais, par exemple, si tu racontes une anecdote de la dame qui arrive pour la boule des levains, elle n'est pas à l'aise avec ça parce qu'elle n'a pas l'habitude. Tes clients, les premières semaines, ils réagissent comment, en fait? Au début, ils sont venus et, vous savez, nous, on n'avait pas tellement l'expérience. On ne savait pas emballer, on n'avait pas prévu les boîtes pour emballer les tartes. On avait fait les tartes, mais on a oublié de prévoir les tartes. On était un peu gauche, on savait pas. Et donc, on avait du monde, mais oui, on a du monde parce qu'on crée la file d'attente, parce qu'on était mauvais. Enfin, on était mauvais en tout cas pour la vente. Stratégie marketing. Et un jour, j'ai vu une dame là qui est passée, elle s'appelait Jacqueline, je me rappellerai toute ma vie. Elle me dit, j'ai fait la queue dans votre boulangerie et vous êtes vraiment pas doué. Elle me dit, à moi. Elle me dit, si vous voulez, je viens travailler avec vous. Je dis, oui, d'accord, on l'a embauchée, la dame, mais c'est vrai qu'elle... En vente, en vente. C'était son métier, elle savait emballer, elle savait ce qu'il fallait commander, les papiers, les machins, on savait rien, en vrai. Toi, t'avais quel rôle au début? J'imagine plutôt en production, derrière, dans le four, à côté du four. On appelle ça au four et au moulin. Ouais, c'est ce que j'ai... Bon au four, je cherchais l'expression. Bon au four et pas bon au moulin, mais en tout cas, on faisait ce qu'on pouvait. En tout cas, et vous voyez, les clients, je crois qu'ils s'aperçoivent, même quand vous n'êtes pas très bon dans un domaine, ils peuvent vous pardonner si le produit est bon, quoi. Et c'est ça. Sûrement qu'on a emballé des gâteaux à l'envers, etc., mais on savait pas faire. Et petit à petit, cette dame, cette boulangère, on va dire ancienne boulangère, elle a formé les équipes, Jacqueline, pour pouvoir, on salue, pour qu'on puisse progresser. Super. Vous savez, dans la vie, je crois qu'il faut se rendre compte qu'une entreprise, en tout cas, moi, je l'ai appris beaucoup. Si vous êtes tout seul dans une entreprise, vous pouvez pas faire grand-chose. Vous voyez, c'est comme le général qui part à la guerre et est tout seul. Mais si vous avez vos équipes avec vous et que vos équipes travaillent dans le sens de faire quelque chose de bien et sur un projet, je crois que c'est magnifique. Il faut apprendre à transmettre. Mais tu avais pas d'associé à l'époque? Tu étais tout seul? Tu étais les seuls entrepreneurs? J'avais un associé, un de mes chefs boulangers que j'avais un peu associé avec moi, et également Patrick Castagna. Qui était un associé financier plutôt. Oui, qui était là. Et après, j'ai eu du mal à réunir toute la somme pour pouvoir faire l'investissement. Ça, c'est une question traditionnelle. Comment tu as financé justement la première boutique? C'est fonds propres, du bancaire? Alors, j'ai été d'un côté chercher du bancaire. Mais c'était dur à l'époque, parce qu'ils ne prêtaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris 2 petits associés. Enfin, quand je dis petits, ça veut dire pour le pourcentage, je crois que c'est 10 ou 15% chacun de l'entreprise pour m'emmener un peu d'apport. Espèce des business angels, quoi. Ouais, on se débrouille. Il faut absolument où c'est votre famille, où c'est vos amis qui vous prêtent un peu d'argent. Ils sont toujours actionnaires aujourd'hui de la maison Kaiser? Non. C'est un bon investissement. Et comment ça se passe? Parce que il y a toujours cette première boutique, c'est l'apprentissage, mais apparemment ça a été un succès parce que tu es là avec ces beaux parcours. Comment ça se passe la deuxième, la troisième, la quatrième boutique? C'est financé avec tes propres moyens, je suppose, la trésor de la première boutique. Comment ça se développe? Ouais, ça s'est développé comme ça. En vrai, le parcours était un peu long. Quand j'explique ça aux gens, des fois, ils pense pas que peut-être je suis juste là-dessus, mais c'est vrai, c'est qu'on a d'abord développé en France, donc la première, la deuxième, la troisième, qu'on a autofinancé, où on a refait des crédits dès qu'on a eu un premier bilan d'une année. Mais ce qui m'a manqué le plus dans ce parcours, c'est vraiment de pouvoir
financer mes investissements étrangers. Parce qu'à chaque fois que j'allais à la banque, par exemple, pour leur dire, voilà, je vais ouvrir au Japon, j'ai besoin d'avoir une ligne de crédit, etc., ils me disent, il n'y a pas de problème, on vous prête tout ce que vous voulez, mais il faut cautionner votre ligne de crédit. Et donc, cautionner ou mettre, c'est la même chose, vous voyez. Donc, à ce moment-là, je me débrouillais vraiment différemment. J'essayais de trouver des solutions. Sinon, on ne serait jamais développé à l'étranger. C'est un peu quelque chose de compliqué en France. Alors moi, j'ai travaillé un peu avec les équipes de Bruno Le Maire à l'époque pour la loi Pacte, pour le développement des entreprises françaises en étranger. C'est vrai que c'est pas simple non plus parce que la France, elle peut pas, ou les banques françaises ne peuvent pas prêter indéfiniment pour des entreprises qui vont se développer à l'extérieur sans savoir ce que ça va donner. Mais c'est un peu toute la problématique qu'on peut avoir. En vrai, il faut trouver des partenaires financiers à des moments donnés. Hein. Bien sûr. Alors nous, on a mélangé, on a varié les plaisirs, c'est-à-dire qu'on a fait de l'association. Donc par exemple au Japon, je suis associé 50-50. On a fait des pays en franchise, en licence, franchise ou licence, on va dire que c'est à peu près pareil. Et on a fait des pays qu'on a développés nous-mêmes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous préférez? Je vais vous dire, j'ai vraiment pas de souci avec les trois, tout me va. L'important, c'est juste de trouver les bons partenaires qui vont respecter la marque, qui vont respecter l'entité, qui vont respecter le travail. C'est ça qui est le plus important. Oui. Et puis, de toute façon, quand vous faites du développement, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vais vous dire, il faut faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire qu'il faut mixer. Bien sûr. Et un partenaire qui partage la vision, qui partage les valeurs, c'est une force, c'est pas un ennemi. Et je me suis rendu compte qu'à l'étranger, c'est quand même mieux d'avoir des partenaires, même qu'ils soient associés ou franchiseurs, parce que, ils connaissent leur pays. Nous, on connaît jamais bien. Ouais. En vrai, vous arrivez au Japon, vous connaissez rien. Vous arrivez pas la culture, on connaît pas le process. Ouais. On va reparler après parce que ça c'est un chapitre qui est super intéressant, tous les développements à l'international. Si on peut revenir aux produits, alors on a déjà un peu évoqué cette question-là, mais toi, comment tu définirais les pains d'Eric Kaiser, leur style, la différence avec les pains des concurrents, même aujourd'hui? On va dire qu'on a des pains qui ont du caractère, qui ont du goût et du caractère, avec des couleurs, avec tout. C'est vrai qu'on a été dans les premiers à faire le pain au curcuma, par exemple, parce que j'avais appris à l'utiliser en Inde, et je trouvais que c'est des produits intéressants. Aujourd'hui, on vous dit que le curcuma est très bon pour la santé, il apporte beaucoup de vitamines, oligo-éléments, etc. À l'époque, on connaissait pas, on a été dans les premiers à démarrer la farine de sarrasin mélangée avec de la farine de blé. Alors le sarrasin, il n'y a pas de gluten en plus, donc on coupait notre pourcentage de gluten à travers les pains, mais surtout on faisait des pains avec des couleurs et des fermentations différentes. Donc tous ces pains avaient beaucoup de croûte, beaucoup de caractère, une jolie alvéolation, et c'est vrai que c'est sympa dans une boulangerie en vrai. Donc c'est une des caractéristiques, voilà, c'est ça, c'est la diversité, une des caractéristiques. Et tôt, maintenant on le voit un peu plus, mais à l'époque c'était peut-être moins courant. Et à l'époque on faisait que de la tarterie. J'adorais moi cette période. Je me demande si un jour je vais pas retourner là, parce qu'après on s'est mis à faire un tas de petits gâteaux, mais la tarterie est quelque chose d'extraordinaire avec les fruits de saison. Vous voyez, les poires, les noix, le chocolat, les amandes, non mais c'est vrai, les framboises, enfin les cerises. On faisait des tartes avec tout. Et moi je trouvais ça passionnant. Alors, on les faisait en cadre à l'époque, là, je me rappelle, c'est des plaques de 60-40, je crois, on coupait ça en 24, et c'était super sympa. En plus, dans un magasin, oui, ça fait un peu rustique, c'était beau. J'adorais. C'est quoi aujourd'hui, pour toi, tu dirais, c'est quoi les produits iconiques de Kaiser? Des Kaiser, voilà. Alors, ça dépend vraiment des pays. Ah oui. Par exemple, il y a des pays où je me perçois que c'est les croissants aux amandes qui se vendent mieux. Et premier best-seller. Après, vous allez au Japon, c'est financé à la pistache. Après, c'est la baguette, par exemple, en France, ou le croissant. Vous voyez, ça dépend vraiment. C'est la baguette monge, la baguette. Ouais, j'allais vous dire que je crois qu'en France, sur les statistiques, 80% des ventes de pain, c'est la baguette. Global, partout. Alors, c'est peut-être 75, mais oui, autour de 80%. Et donc, ça veut dire qu'on fait un tas de pain, mais vous savez, c'est toujours comme dans les sandwichs. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Le jambon beurre d'abord. Ouais, c'est rigolo, mais c'est comme ça, quoi. Même vous pouvez faire un tas de sortes de sandwichs. Les gens vont toujours quand même revenir en premier au jambon beurre. Je crois que ça fait partie, vous savez, ce qu'on a appris très jeune. L'autre jour, j'ai emmené une jolie baguette monge à la maison. J'ai vu mon fils s'est coupé la baguette en deux. Il a fait un grand sandwich avec le jambon et le beurre. Et il finit son repas. Je dis, mais Tanguy, on va faire le dîner. Mais il me dit, papa, j'ai mangé. C'était bien, quoi. Il était content. Ouais, c'est très bien. Vous savez, des fois, il faut des choses simples. Exactement. Voilà. Ça, il faut se rappeler que dans le temps, vous voyez, si vous regardez, vous allez un peu en arrière, 1850, vous voyez des gens qui mangent 880 grammes de pain par personne. Ça veut dire, la valeur, vous voyez, une baguette fait en moyenne 250 grammes. Ça veut dire 4 donc baguettes c'est presque 4 baguettes par jour. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Oui, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre à manger. Et puis, les gens se dépensaient beaucoup. Oui, c'est dans les fermes, dans les machins. Alors, qu'est-ce qu'ils mettaient dessus? Ils mettaient ce qu'ils avaient à la ferme. Ça pouvait être des tomates, ça pouvait être du jambon, ça pouvait être des machins. Mais ça les nourrissait. J'allais dire que le pain, si vous le prenez dans sa naturalité, dans son
dans sa conception. Avec le blé, si vous pétrissez pas beaucoup, si vous laissez fermenter beaucoup, si vous préservez les oligo-éléments du pain, vous allez pouvoir avoir un produit qui va vous nourrir à 98%. Vous voyez, alors on rajouterait quelques vitamines pour éviter les chutes de cheveux, les machins, les trucs, et on pourrait s'autosuffire avec du pain. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Hein. Manger ça. Le riz ne ferait pas ça. Hein. Ouais. Ah non, le riz, il n'est pas aussi complet que le pain peut l'être. Hein. Surtout le riz blanc. Alors, le riz complet, oui, est un peu différent, mais non, le pain est un des aliments avec lequel on pourrait survivre sur Terre. En mangeant que du pain, presque. Voilà. Bah, Philibert, donc tu n'es pas pourtant, des gens essayent de me dire je mange trop de pain, il faut que j'en mange moins. Bah, tu manges du pain avec du fromage savoyard, c'est peut-être ça. Là. Oui, puis je m'attendais pas à ce qu'Eric Kaiser me dise autre chose. Non, mais c'est ça, en vrai. Tant mieux, ça me rassure. C'est ce qu'on met sur le pain qui transforme. Hein. Voilà. On avait une question, je pense qu'un des gros challenges d'avoir une entreprise qui se développe comme tu l'as fait, c'est garder la régularité de ton produit. Parce que quand tu as démarré Humange, tu étais sur place et tu pouvais contrôler la qualité tous les matins. Comment tu fais pour garder cette régularité partout en France, dans le monde? C'est une question que je me suis souvent posée parce que quand j'étais sur place tous les jours au Humange, vous avez raison, et je vais être très honnête avec tout le monde, je crois qu'il y avait autant d'erreurs que quand j'y étais pas. Il y a des moments où je me dis, mais comment je me suis laissé avoir avec ça, vous voyez, parce que j'ai pas surveillé, parce qu'on n'a pas pétri assez la pâte, que la pâte, elle retombe au four au lieu de se développer, etc. Je crois que malheureusement, vous voyez, il faut se dire que tout seul, je crois qu'on fait pas grand-chose. Je crois que l'important, enfin pour moi dans ma vie, ça a été toujours de transmettre. Donc j'ai essayé de transmettre au mieux mon métier. Il y a des gens qui comprennent vite, il y a des gens c'est un peu plus lent, il y a des gens qui ont besoin de méthodes différentes pour acquérir. Moi j'ai été très lent par exemple pour acquérir vraiment les fondements, les fondations de ce métier ou les fondements, mais je crois qu'il faut qu'on se rende compte de ça. Donc chacun sa méthode pour apprendre, mais on doit transmettre. Donc moi j'ai essayé de transmettre, j'ai eu des chefs extraordinaires, j'en ai eu d'autres qui étaient un peu moins rapides pour comprendre, mais qui devenaient très bons par la suite. Mais il faut transmettre. Alors, quand vous me demandez ce que je peux faire moi tous les jours, je fais pas grand-chose. Par contre, je vais contrôler, je vais essayer d'expliquer à mes chefs boulangers, par exemple, ce qui fonctionne pas, pourquoi ça s'est pas développé, pourquoi ça s'est trop développé, pourquoi il y a des pustules, etc. En vrai, j'ai un lien de formateur, on va dire. Vous voyez, hier, j'étais en Zoom là, avec mes équipes du Cambodge et ils avaient des problèmes sur leur qualité de pain. J'étais en train de les améliorer en regardant leur procédure et comment ils fonctionnaient. T'arrives à faire ça à distance. Ah ouais, parce qu'au bout d'un moment, vous avez acquis cette gestuelle ou cette façon de regarder les produits. Et je crois que c'est ça le vrai truc. Les gens ils vous disent oui, vous êtes plus artisanal. Bah si, parce que chez nous, on fait ce qu'on appelle l'artisanat de la boulangerie. Il est simple. On produit, donc ça veut dire on pétrit. Et on cuit sur place. Et nous, c'est ce qu'on fait dans chacune de nos boulangeries. Ouais. Sauf que c'est pas Eric Kaiser, mais c'est d'autres chefs boulangers qui sont souvent meilleurs que moi, qui vont le faire tous les jours. Parce que vous savez, faire des tâches tous les jours comme ça, faut être bon pour pouvoir les répéter. Hein. Et puis bon, au fil du temps, votre corps, il est quand même moins facile à faire des centaines de baguettes, à cuire, etc. Parce que vous perdez un petit peu, c'est normal. Donc je crois que l'important, c'est vraiment de transmettre et que les gens sachent reproduire aussi bien que vous, ou mieux que vous. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et de respecter un cahier des charges. Tu parlais de la production, justement, on se posait la question, mais je crois qu'on a la réponse. Hein. Tous tes pains sont fabriqués sur place dans chaque boulangerie ou il y a des unités de production centrale? On produit chacun de nos pains sur place. De toute façon, sinon, vous ne pouvez pas vous appeler un boulanger artisanal. Oui, ouais. C'est une loi. La définition d'une boulangerie artisanale, c'est intéressant, c'est quoi? Production et cuisson sur place. Je pétris et je cuis sur place. Et justement, ça amène à un autre sujet, le pain surgelé, donc, qui est a priori une grosse tendance. Enfin, d'ailleurs, ça pèse combien aujourd'hui les pains surgelés qui sont réchauffés dans les terminaux de cuisson? Honnêtement, je me rends pas compte, mais c'est encore une majorité. Mais je suis pas sûr que ça soit une grosse tendance. Enfin, je suis pas sûr que ça soit. Je suis pas sûr que ça soit accentué. Non, je pense pas. Il y a toujours eu en France pas mal d'usines. D'ailleurs, les usines travaillaient pour l'Europe et pour le monde, et je pense que c'est bien que ça existe. Et puis également dans certains supermarchés, bien qu'aujourd'hui les supermarchés se sont mis pour certains à faire de la boulangerie sur place. Mais bon, je crois qu'il y a le marché vraiment pour les deux, honnêtement. Ouais. Mais tu sais pas du tout ce que ça représente. Non. Je m'en rends pas compte. Mais peut-être, je crois qu'à une époque, c'était 20-30% de la vente de pain. Mais aujourd'hui, je sais pas. J'ai plus suivi. Et ça évolue plutôt en baisse. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En baisse, je sais pas. Mais en tout cas, chacun a sa place, oui. Si on parle maintenant du sourcing, comment, toi, t'achètes maintenant énormément de farine, forcément. Quels sont tes critères de sélection? Comment tu choisis les farines? Nous, on essaie de travailler beaucoup avec l'agriculture contrôlée et raisonnée. On a quelques points de vente où on fait soit de la vente de pain biologique, donc farine biologique, 100% bio, 100%, ou soit avec les blés des anciens.
Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a lancé il y a 3 ans. Je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, de participer à ça. Mais bon, c'est vrai que les terres ne sont pas inépuisables, qu'il y en a pas non plus énormément de production, et que les blés, par exemple, les blés anciens, coûtent beaucoup plus cher parce qu'on a beaucoup moins de rendement à l'hectare. Donc, on peut pas en faire partout. C'est pour ça que des fois, un jour, j'ai dit dans une émission, je suis pas sûr qu'il y ait assez de produits biologiques pour toute la France. En France, j'ai vu qu'il y a un auditeur qui était fâché après moi, mais c'est vrai qu'il faudrait regarder les statistiques, mais je suis pas sûr qu'on puisse produire comme ça parce qu'on a beaucoup moins de productivité, donc ou de production. Alors ça, c'est un gros débat. On a abordé justement avec, on a enregistré un super épisode avec Claude Gruffat, qui est l'ancien président de Biocop. Lui, il pense évidemment l'inverse, c'est qu'aujourd'hui les filières agricoles biologiques, si elles s'organisent, elles peuvent avoir des meilleurs rendements que les filières conventionnelles. Mais bon, après, ça, c'est un débat qui... On organisera une discussion. mais juste pour comprendre, toi, t'as des boulangeries bio qui vendent 100% des produits bio, et tu parlais de farine ancienne aussi, ou et de blé ancien aussi. Donc c'est on a deux magasins pour le blé spécifiques. ancien. Donc c'est un magasin dédié au blé ancien. Dédié, oui. Et ça s'appelle comment? Ça porte les mêmes noms? La même chose, oui. Il y en a un qui est 15 avenue Pierre Mendès France, et l'autre qui est à Batignolles, avenue Rostropovitch. Et ça marche comment par rapport au magasin, on va dire, standard de Kaiser? C'est... On va dire c'est différent, vous voyez, parce qu'on pas la même clientèle. Oui, puis on va pas chercher autant de productivité parce que les blés sont les productions de pain sont plus fragiles, on fait beaucoup plus attention. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu un changement et dans le mode de production et dans le mode de vente. Et puis c'est un peu plus cher, donc oui. Dès que les prix sont un peu plus chers, les gens font attention aussi à ça. Mais je trouve ça d'un point de vue business incroyable. Ça veut dire que c'est une espèce d'élabo pour toi d'essayer des choses nouvelles. On a toujours essayé de faire des choses. On a démarré le pain sans gluten il y a 7 ans, rue de l'Échelle. Et pareil, aussi boulangerie. C'est une boulangerie 100% sans gluten. Ouais, on fait du sans gluten et c'est intéressant parce que je me dis on doit être aussi des laboratoires de recherche. Ça pousse nos équipes à évoluer, ça pousse les équipes à faire de la recherche et surtout à comprendre. Ouais, voilà. Tu vois, si tu découvres que c'est ces boutiques qui ont des plus fortes croissances, tu dis tu vas accentuer là-dessus. Oui, alors j'allais dire que ça correspond à des j'aime pas le terme, mais à des niches, mais à un pourcentage de gens qui veulent manger comme ça. Mais je pense qu'il en faut pour tous les goûts, et que c'est bien. Et ces tendances-là, elles sont lentes à se mettre en place, en fait. Il faut prendre des décennies. Ouais, il faut pas être trop en avance, non. Voilà, faut pas aller trop vite. C'est un sujet qu'on connaît, qu'on a couvert déjà avec parfois des entrepreneurs qui ont des idées brillantes, mais quand ils sont trop en avance, ça sert à rien. Ça marche pas. Pour finir sur l'approvisionnement, sur les farines, donc tu disais c'est des farines raisonnées. Alors, agriculture contrôlée raisonnée, les blés anciens, le blé bio, en fonction, vous voyez, on panache. Des magasins, en fonction des magasins. Des boutiques. Et l'approvisionnement en fonction des pays, par exemple, au Japon, tu travailles avec des farines locales, ou si tu veux quand même t'approvisionner avec des farines françaises parce que tu mets en avant. Non. Au Japon, on travaille avec des blés américains et australiens produits par un meunier japonais. D'accord. Avec notre cahier des charges. D'ailleurs, la farine s'appelle Maison Kaiser Tradition. Et on a accepté qu'ils revendent d'ailleurs dans certains supermarchés ou dans nos magasins. On vend aussi cette farine pour les gens qui veulent s'entraîner ou des boulangers d'ailleurs. Tu as défini un cahier des charges. Aujourd'hui, tu as une farine qui... Et pour le beurre, pareil, au Japon. Parce qu'au départ, on n'a trouvé pas le beurre qui nous convenait pour faire nos croissants et c'est compliqué à des moments donnés de pouvoir acheter des beurres de France ou des farines parce qu'il y a des coûts de transport, il y a le CO2, il y a tout ça. Écologique. On va dire. Donc on a essayé de travailler aussi avec des gens sérieux dans les pays parce que tout le monde n'a pas non plus cette culture. Mais au Japon, tu as en face une culture qui est passionnée par la bouffe, par l'artisanat. Donc je pense que tu vas trouver des super produits pour remplacer des produits français, mais c'est pas partout pareil. Non. En Colombie, peut-être c'est un peu plus difficile à trouver la bonne farine ou les bons beurres. Comment tu fais pour adapter? À ce moment-là, on va envoyer des conteneurs. Vous voyez, on s'est envoyé des conteneurs. Là, on a ouvert à Tel Aviv il y a pas longtemps. On envoie des conteneurs de farine. Ça fonctionne bien aussi. On sait faire tout ça. Vous voyez, c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous avez une connaissance que vous allez acquérir au fil du temps et qui vous permet de pouvoir travailler dans différentes situations. Donc, quand on n'a pas de blé dans un pays, par exemple, le Japon, il produit pas de blé. En Israël, je pense pas qu'ils en produisent, ou en tout cas très peu s'ils en produisent. Donc, on est obligé d'envoyer des farines. Alors, on a aussi des meuniers. Par exemple, en Corée, on a un meunier qui a rempli nos cahiers des charges et qui peut envoyer de la farine, par exemple, au Cambodge. Vous voyez, on peut aussi mixer. Bien sûr. Et est-ce que vous adaptez, je suppose, les recettes, parce que la farine, elle est pas... On est obligé. Vous êtes obligé à chaque fois. Ouais, bien sûr. Ouais.
À la fois pour les goûts, mais ça on y reviendra, et aussi parce que l'approvisionnement y oblige. On peut reparler. Ouais, vas-y. Oui, pardon. On a aussi, vous voyez, en fonction des conditions climatiques, parce que par exemple, quand il fait très humide, vous êtes obligé de changer un peu la façon de produire, parce que sinon le pain il devient mou très vite. Déjà rien qu'en France, quand il pleut, vous voyez, la baguette elle devient molle très vite. Oui, en Asie. En Asie, vous avez des pourcentages d'humidité qui sont hyper élevés au Cambodge. On a déjà pas mal parlé du sans gluten, c'est un mot qui revient souvent chez toi. On a parlé des tendances aujourd'hui, donc on sait que tu nous l'as dit, des boulangeries complètement sans gluten, mais tu as quand même dit tout à l'heure quelque chose d'important, c'est que depuis le début, dans tes pains, tu réduis enfin, il y a moins de gluten, c'est ça? C'est-à-dire que toi, tu as pris conscience très tôt du fait qu'il fallait réduire le gluten ou avoir une meilleure qualité de gluten. En tout cas, on n'en rajoute pas. Ouais. On essaie de prendre des farines qui sont pas trop riches en protéines. Par exemple, je vous donne un exemple simple que les gens peuvent comprendre. Aux États-Unis, on a des farines qui sont plus riches en protéines du fait des blés et des terres qu'en France. Aux États-Unis, on est souvent à 13%, 14%, alors qu'en France, on est plutôt, pour du pain de tradition, autour de 11% de gluten. Dans certains schémas ou dans certaines procédures, dans certaines fabrications de pain, on a besoin de rajouter du gluten si on veut faire du pain plus volumineux, vous voyez, plus blanc, etc. Ouais. Donc nous, on a banni ça depuis très longtemps. Rajouter du gluten, ça veut dire, enfin, on va prendre du gluten, la poudre de gluten qu'on va extraire des farines et on va les rajouter. Ça, c'est vraiment un additif chimique. Enfin, c'est une extraction de. C'est une extraction, on va dire, oui. Ouais. Mais ça veut dire, par exemple, en industrie, on a tendance à avoir des farines qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus fortes pour pouvoir résister justement au schéma de rapidité de congélation. Donc souvent, on rajoute du gluten ou des additifs ou du gluten. Bon, tout ça, on a enlevé ça. C'est pour ça que les produits industriels sont plus riches en gluten et moins digestes, parce qu'après, c'est trop de gluten, même si tu l'as dit tout à l'heure. Alors, je crois qu'il n'y a que 1% de la population qui est vraiment intolérante au gluten. Et cœliaque, ouais. Mais si on en consomme trop, à un moment, forcément, ça irrite ou on digère moins. Donc, d'où l'importance de réduire. Les gens ont ce sentiment. Maintenant, vous savez, il ne faut pas non plus qu'on se focalise sur le gluten, parce que certains médecins vous disent que si vous n'êtes pas allergique au gluten, il faut absolument en prendre. Bien sûr. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on se focalise là-dessus. Il y a une partie de la population, on va répondre à leurs demandes, et puis l'autre partie, elle peut manger son pain librement. Maintenant, c'est vrai qu'on conseillera toujours aux gens d'acheter les produits le plus naturels possible. Mais on se rend compte en fait que c'est un produit de tous les jours. Les pains, c'est simple, mais c'est un produit assez complexe parce qu'on peut les produire, on peut l'industrialiser, on peut le faire d'une façon artisanale, on peut avoir des farines qui ont plus de gluten, on peut avoir des farines bio, pas bio. C'est quand même difficile d'essayer de trouver dans tout ça. Et justement, on ressent ça auprès de nos auditeurs parce qu'on les invite à poser des questions à nos invités. Et là, il y a Julien G via Instagram qui nous a posé une question par rapport à un label. Que pensez-vous du label Boulanger de France? Alors moi, je connais pas ces labels, je sais pas si tu les connais, mais les labels dans la boulangerie, ça aide à quoi? Ça aide aux consommateurs d'essayer de trouver peut-être? Oui, je pense, mais vous savez, un jour, mon épouse m'a envoyé acheter un poulet, et c'est vrai que je suis arrivé dans un grand magasin, moi c'est vrai, très honnêtement pas souvent, et je me suis perdu un peu avec tous ces labels. Il y a des labels de toutes les couleurs, et je savais même plus ce qu'il fallait prendre. Donc je crois que dans les labels, il y a aussi de tout. Je pense qu'il faut, ça peut-être nous aider ou nous guider à essayer de chercher un produit le plus naturel possible. Mais après, je crois que c'est vraiment en fonction des boulangeries. Si c'est les boulangeries qu'on doit voir si le produit, le process est bon ou pas. Bien sûr. C'est compliqué de se repérer qu'avec des labels, des machins. Il y a tellement. On se perd, je crois. Donc, en tout cas, moi, je me perds. Boulanger de France, tu connaissais ou j'ai entendu parler, oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont très, très bien dans les boulangers de France. D'accord. Et par rapport à la gamme au-delà du pain, parce qu'aujourd'hui, dans une boutique Kaiser, on va pas manger que du pain. Il y a des gâteaux, des tartes, de la pâtisserie, des sandwichs, même des petites salades. Quelles sont aujourd'hui les différentes catégories dans un magasin? C'est vrai, vous avez raison. Au départ, on démarrait, on faisait que de la boulangerie, et de la tarterie. Et après, on a commencé à rajouter des gâteaux, puis après, on a rajouté du café, puis après, on a rajouté de la restauration, puis après, on a fait des restaurants en fonction des pays. Place, en vrai, quand j'allais aux États-Unis, je voyais souvent dans les petites épiceries, vous voyez, on pouvait s'asseoir, il y avait 4 tables, on pouvait déjeuner ou dîner d'ailleurs en mangeant des bons petits produits. Et je me suis dit, c'est vrai que avant, le pain, c'était le support pour faire son repas. C'est ce que je disais tout à l'heure. En 1850, on mangeait que du pain avec ce qu'il y avait à la ferme. Et moi, je me suis dit, je vais absolument faire revivre ça. Et on a démarré notre premier restaurant boulangerie, boulevard Malesherbes, il y a au moins 14 ans ou 15 ans, parce que je pensais que c'était essentiel. Après, on a développé ça à travers le monde et je crois que c'est beau de faire ça. Donc aujourd'hui, une boulangerie, si elle veut survivre aussi, il faut qu'elle soit le plus complète possible, parce que si les gens viennent acheter que de la baguette, je suis pas sûr qu'on puisse
être rentable, vous voyez, parce que les loyers ont augmenté, les pas de porte sont chers, la main d'œuvre, les matières premières. Enfin, c'est vrai que tout a augmenté considérablement. Je vais vous donner un exemple qui est intéressant. Sur la construction d'un magasin. À l'époque où j'ai ouvert en 96, j'ai payé 1,2 million de francs, ça veut dire à peu près 180 000 euros pour refaire mon magasin dans sa totalité. Aujourd'hui, on dépense plutôt... Juste les travaux ou le travaux, les travaux et le magasin, le design. Aujourd'hui, on va dépenser plutôt 800 000 euros, vous voyez, pour faire la même chose. Donc ça, quand même, même si la vie aurait dû doubler, vous voyez, on a remonté après, beaucoup. Après, la baguette a augmenté, mais ça a peut-être pas suivi, pas le même rythme. Pas le même rythme. Et comme tu disais, c'est 80% des ventes des pains en France, c'est à la baguette. Donc c'est un ticket moyen à 1,20 €. Ah oui. Comment on s'en sort? Nous, on a eu récemment donc Laurent Plantier et Perrine Bismuth des French Food Capital, et on évoquait, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans la bouffe, et notamment ils ont la boulangerie Thierry Marx, et on évoquait justement ça, que c'est presque plus qu'une boulangerie, c'est de la restauration rapide, parce qu'on a des sandwichs, on a une offre restauration qui est très très forte en fait. C'est ce qu'on fait la plupart des artisans boulangers. Ils ont été obligés. Je trouve que je vous dis, c'est un retour aux sources. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça très joli de faire ça. Toi, tu me disais un off que tu as pas mal voyagé au Brésil. Au Brésil, on a une culture, je pense que ça vient du Portugal. Les boulangeries, c'est un vrai lieu de vie. Voilà. Où on peut faire petit-déj, dîner, consommer sur place. Boire un peu d'alcool. Boire un peu d'alcool, souvent ça. Et comment se répartit le chiffre d'affaires entre ces différentes catégories, ces différentes... Alors, ça dépend vraiment des secteurs où on est. Si on est dans un secteur, par exemple, où il y a que de l'habitation, ou principalement de l'habitation, 90% ça va être la boulangerie et la pâtisserie. Si c'est un secteur que de bureau, oui, vous allez inverser les tendances. En vrai, c'est ça. Et dans le monde, c'est la même chose. Sauf que j'allais vous dire que dans beaucoup de pays, c'est vrai qu'ils se mangent quand même pas énormément de pain, donc les gens viennent souvent ou démarrent souvent à venir dans nos magasins à travers l'offre soit petit déjeuner ou soit déjeuner. Et après, tout doucement, on les habitue, on les initie à la boulangerie. Voilà. Quel cœur de métier. C'est marrant d'ailleurs. Ouais. Et la pâtisserie dans tout ça, parce que finalement c'est un autre métier, comment t'appliques les mêmes règles, c'est-à-dire le sourcing, méthode artisanale? Bon, tu disais finalement même depuis ton compagnonnage, tu as été formé toi-même à la pâtisserie. Oui. Quelle est ta vision, toi, de la pâtisserie? On essaie de faire la pâtisserie la plus de saison possible. Vous voyez, on va essayer d'utiliser les ingrédients ou les fruits qui correspondent à la saison. Et on sait également que, par exemple, en hiver, on va vendre plus de tartes au chocolat ou de gâteaux au chocolat ou au marron qu'en été, parce qu'en été, les gens vont vouloir les fruits rouges, que ça représente le printemps, l'été, les belles choses. Donc, on essaie, bien sûr, de coller le plus possible aux saisons pour faire notre pâtisserie. Toi, il y a plus de tartes fraises et framboises l'hiver chez Kaiser, on en trouve encore? Non, il y en a plus, mais là hier, je sais pas, les filles marketing me disaient mais pourquoi on redémarre pas les tartes framboises, que les gens ils veulent aussi un peu de rouge à cette époque qui est un peu triste. Alors. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Non, mais c'est pas ça, c'est une question qui est restée en suspens, on va dire. Vous savez, des fois je garde en suspens et puis je vais leur répondre aujourd'hui ou demain. J'ai besoin juste d'analyser un peu ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que ça colore un peu les magasins. C'est clair. Après, les consommateurs aujourd'hui sont très demandeurs par rapport au respect des saisons. Et dès qu'on sort de ça, les risques, c'est d'abîmer notre propre marque, parce qu'ils vont se dire, eux, ils respectent pas la saison. On sait que c'est important pour nos auditeurs, parce qu'on a souvent des auditeurs assez engagés. Donc, si tu demandes l'avis de nos auditeurs, je connais la réponse. C'est même une question qu'on a rapidement évoquée, mais avec Islati par rapport à Pierre Hermé et son gâteau Ispahan, qui est à base des framboises et qui était disponible toute l'année. Il y a 20 ans, ça c'était acceptable. Aujourd'hui, les gens ils se posent la question. Oui, malheureusement, j'allais dire, la plupart des grandes pâtisseries françaises, vous trouvez de la framboise encore aujourd'hui. La plupart, oui, des fraises et tout. On a tous ce même souci, quoi. C'est aussi de répondre aux demandes de la clientèle. C'est clair. Qui évolue énormément et qui évolue très rapidement, c'est clair. Ouais. On avait une question, c'est une question qu'on va revenir peut-être quand on va parler du contexte actuel, mais c'est l'offre, donc aujourd'hui, c'est restauration rapide, c'est sur place, c'est importé. Est-ce qu'il y a aussi une activité traiteur, non? Vous avez une activité traiteur? On a une activité traiteur aussi, oui, bien sûr. Et on a aussi collé aux demandes de tout ce qui est livraison, parce que je crois que ça aussi, ça correspond à l'ère du temps, surtout dans cette période de Covid, là où les gens, il y a certaines personnes en tout cas qui veulent
moins se déplacer, qui font très attention. Donc, on essaie de répondre à l'offre d'abord de nourrir les gens tout au long de la journée, donc pour répondre à ta question sur le traiteur, et ensuite, bien sûr, les livraisons. Je me souviens, je pense même une époque, on pourrait trouver du pain Henrique Kayser sur Frischti, la plateforme de livraison à distance. C'est des partenaires que vous mettez en place de temps en temps? Ouais, on met des partenariats en place pour quelques mois, mais c'est intéressant aussi de voir, vous voyez, de suivre l'évolution de ce qui se passe là aujourd'hui. Et puis de tester d'autres canaux de distribution. Non, puis les plateformes sont parfois très intéressantes, ce qu'ils peuvent mettre en place. On a fait un épisode pendant les confinements aussi avec les fromagers Pascal Bévert qui nous disait que Frischti l'a pas mal aidé pendant les confinements parce que tout de suite c'est devenu un débouché très important pour son activité. Et c'est encore d'actualité malheureusement avec le deuxième confinement. C'est d'actualité, on voit les chefs tous les jours qui vont se mettre chez Uber Eats, chez les différents intervenants, Deliveroo, etc. pour faire parce que ils ont besoin. Il faut bien que tout le monde se nourrisse aujourd'hui. On est d'accord. On parle du retail? Ouais, j'allais enchaîner sur des sujets encore plus business et retail, qui est un sujet qu'on adore. Si on peut parler de tes boutiques et notamment de l'emplacement, est-ce qu'il y a une stratégie pour le choix des emplacements en France ou à l'étranger? Comment tu abordes ces sujets-là? C'est une question. Tu cherches du flux de bureaux, de résidences? C'est une question qui est toujours très complexe, surtout à l'étranger. Je vous prends un exemple. Par exemple, on a ouvert à Tel Aviv il y a 2 mois, en plein confinement justement, et on a ouvert notre premier magasin sur le port de Tel Aviv, c'est-à-dire, j'allais vous dire, dans un endroit où il peut y avoir du monde qui se promène, ou alors il peut y avoir aussi personne parce que c'est confinement, parce que c'est pas l'été, etc. Et on s'est dit, mais ça va nous permettre de pouvoir faire un petit centre de production pour pouvoir produire ce qu'on doit ouvrir un deuxième emplacement. On n'avait pas l'espace pour faire la pâtisserie et donc on pouvait transporter facilement. D'accord. Et on s'est aperçu qu'on a la queue tous les jours sur cet emplacement. Donc, vous savez, des fois, les emplacements, on se casse la tête et à réfléchir. Et puis, là, vous voyez, c'est un endroit où on n'attendait pas à faire beaucoup de business, mais on a un trafic assez impressionnant. Dans Paris, je me pose toujours les mêmes questions, c'est à savoir si je peux avoir un mixte entre les bureaux et l'habitation, c'est juste extraordinaire. C'est ce que parce que regardez aujourd'hui dans les bureaux, on a des emplacements. Nous, par exemple, je prends avenue Pierre Mendès France, c'est que des bureaux. Donc là, c'est catastrophique. Et malheureusement, c'est catastrophique. Donc c'est ça, il faut vraiment savoir mixer et encore plus avec cette période de Covid qu'on a vécu ou qu'on vit. C'est-à-dire qu'il faudra penser que dans les années qui viennent, peut-être que ça va se reproduire différemment. Et donc toi, tu cherches un équilibre entre le résidentiel et le bureau systématiquement. Ouais, j'essaie. Et par contre, j'ai appris, moi, il y a 19 ans, on avait fait une licence en Israël. Et j'étais avec un monsieur extraordinaire qui s'appelait Kobi Schomer, qui faisait du café. Nous, on avait fait une licence pour faire la boulangerie additionnée à son café. Et c'est vrai qu'un jour, je suis allé avec lui dans un nouvel espace, un nouvel endroit où c'était no man's land, il y avait rien. J'ai dit, mais pourquoi tu vas ouvrir un café, boulangerie ici? Il y a rien. Et le gars, il me dit, oui, il y a rien aujourd'hui, mais dans 3-4 ans, il y aura beaucoup. Et j'ai dit, putain, moi, à l'époque, j'aurais pas eu le courage de faire des choses pareilles, vous voyez. Mais ça m'a appris. En vrai, des fois, il faut être aussi précurseur dans les emplacements, les prendre à pas cher. Et puis, vous êtes en place avant que tout le monde arrive et c'est superbe, quoi. Je crois qu'il faut pas forcément chercher des emplacements numéro 1, mais prendre un peu de risque, quoi. Ouais. En tout cas, pendant cette période de Covid, j'aurais appris une seule chose, c'est qu'il faut éviter de prendre des emplacements où il y a des loyers trop importants. Oui, ça, si on peut éviter. Non, mais les fixes, c'est la palisse, mais vous voyez, on le vit là aujourd'hui. Il faut faire très attention. Parce que Paris, on avait une double punition, je dis souvent, c'est que d'un côté, on paye les pas de porte. Qui sont et de l'autre côté, on paye des loyers très chers. Alors qu'à l'époque, on payait des pas de porte à des prix raisonnables et on avait des loyers très bas. Quand moi j'ai démarré il y a 22 ans. Aujourd'hui, on a la double punition. Quand les loyers étaient élevés, on avait un petit pas de porte. C'est ce qui se pratiquait. C'était ça, l'origine du pas de porte, c'était justement de justifier un loyer et maintenant, on se fait taper de partout. Alors, c'est compliqué. Oui, parce qu'un loyer élevé, ça veut dire que les chiffres d'affaires doivent toujours être à 110%. S'il n'est pas là. On a fait des épisodes par rapport à la reprise des Bio C'est Bon avec Biocop et Gilles Piquet-Pellor qui représentait la famille Zouahi. Et il nous parlait de certains magasins Bio C'est Bon qui étaient irréprenables parce que les loyers étaient tellement élevés qu'aucun business model pourrait marcher dans un endroit pareil. Non mais c'est ça, en vrai, et on s'en sort pas. Et quand vous expliquez ça aux propriétaires,
souvent c'est des foncières, eux ils comprennent pas non plus votre discours. Bien sûr, c'est leur métier. Ils sont forts. Si on parle du merchandising, juste une question par rapport à un emplacement qu'on voit qui a la côte là, les années, ces dernières 5-10 années, c'est vraiment les placements à fort flux comme les gares. On voit vraiment une explosion. Il y a un acteur, Paul, qui est très présent dans les gares, dans les aéroports. C'est pas quelque chose que vous cherchez avec Eric Kayser? Nous on est un peu présent, on va dire. On est présent à Orly, on est présent à Nice, on est présent dans la gare d'Avignon, dans la gare de Lille. C'est sûr que quand on peut avoir des beaux emplacements avec des partenaires qui savent opérer, parce qu'en vrai c'est une façon un peu différente d'opérer, c'est extraordinaire. On a démarré au Mexique, on va démarrer à Hong Kong. Vous voyez, il y a plein d'aéroports où il faut ouvrir. Bien sûr qu'il faut ouvrir, mais il faut avoir l'opportunité d'avoir les emplacements. Les loyers sont souvent très chers, type 25% du chiffre d'affaires, donc il faut être sûr de pouvoir Après, il y a payer. Beaucoup de flux. Oui, il y a du flux, mais oui, il faut aussi calculer vos marges, et souvent on vous demande de conserver les mêmes prix qu'en ville. Donc là, l'équation devient très compliquée. Mais oui, si on a l'opportunité de prendre des emplacements magnifiques dans des gares, des aéroports, oui, à condition de gérer comme d'habitude les loyers. Bien sûr. Et si on parle du merchandising, de l'aménagement des boutiques, comment tu les conçois? Quels sont tes critères? Est-ce que c'est l'esthétisme, la praticité, l'expérience client, l'ambiance? Partout, dans toutes tes boulangeries. On essaie d'abord de regarder s'il y a beaucoup de bureaux ou pas pour savoir quel est l'espace qu'on doit réserver à la restauration dans sa globalité, j'allais dire. Ça peut être de la sandwicherie ou du traiteur. Savoir si on doit faire du café. Et moi, j'aime bien les beaux magasins bien aménagés, qui sont propres, où vraiment le produit est sur un podium et on a l'impression que le produit il brille, il est mis en valeur. Je crois que ça c'est très important, et le confort de nos responsables de magasins et de nos vendeuses, parce qu'il faut qu'elles puissent nettoyer les magasins facilement, servir facilement, pas se faire mal au dos. Donc on calcule quand même tout ça aussi. T'as une équipe de designers, merchandisers, ou tu bosses avec Non, on a une équipe. On a 2 agences et une équipe de gens qui travaillent tout le temps là-dessus pour essayer de nous améliorer. Vous savez, dans la vie, je crois qu'il faut être en perpétuelle recherche de l'amélioration, des conditions de travail des gens, et puis bien sûr de l'esthétique. Et l'expérience client dans tes boulangeries, comment tu la résumerais? Quand on a redémarré la quai Pont-Arlevasseur, là, je me rappelle souvent d'avoir essayé de communiquer, mais vraiment faire de la communication tant sur les vitrines que sur les poteaux pour essayer d'expliquer, d'envoyer des messages subliminaux aux gens, qui comprennent ce qu'est la qualité, la fermentation, etc. Puis des fois, je me dis, mais je dois être mauvais en communication parce que soit les gens le voient pas, soit ils comprennent pas. C'est vrai que faire passer des messages, on les écrit sur les sachets, on les écrit partout, c'est compliqué. On les voit plus. Mais les gens les voient plus d'une façon globale, j'allais vous dire. Mais c'est comme moi, quand je regarde des pubs à la télé, on est tellement sollicité. Il y a très peu de pubs qui vont attirer mon attention. Il faut vraiment qu'elles soient différentes, et je crois que c'est tout ça. En tout cas, dans le passage client, on essaie de pas faire laisser trop longtemps les gens dans des queues, parce que ça c'est important. Les gens ils ont plus tellement envie d'attendre, surtout en cette période, encore plus. Là, et puis essayer de donner un petit peu de plaisir aux clients, c'est sympathique. Mais vous savez, un client, c'est comme nous quand on va quelque part. Si on a un joli sourire, si on est bien accueilli, on est content. Vous voyez, il faut des fois pas grand-chose pour rendre les gens heureux. Mais justement, tu touches un point important, c'est comment expliquer aux gens, et on a l'impression qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont de plus en plus demandeurs d'informations, de plus en plus curieux, et de plus en plus pointus dans leurs questions, en fait. On a plein de restaurateurs qui nous disent, aujourd'hui, ils rentrent dans mon resto, ils demandent d'où vient le produit, qui est mon maraîcher, qui est mon éleveur de... Oui, parce qu'on les pousse à faire ça, les consommateurs, et que c'est vrai que grâce au canal d'information qu'on peut avoir, les différents canaux, c'est exceptionnel, tous les renseignements qu'on peut avoir. L'autre jour, je voyais mon fils, on était à la maison, il était en train de flasher l'étiquette de la bouteille de vin. Non, mais la bouteille de vin pour voir le prix. L'appli. Mais oui, vous avez tout, vous regardez tout maintenant. C'est exceptionnel. Après, vous allez Yuka, vous allez regarder combien vous allez absorber de calories, etc. Donc, c'est fou, quoi, toutes ces informations. Aujourd'hui, on peut plus rien cacher, en fait. Il faut c'est compliqué, aujourd'hui. Authentique et transparent. Il faut être transparent, mais des fois, vous pouvez aussi rien cacher, et puis les gens sont pas contents quand même. C'est toute la problématique de notre vie. Donc il faut éduquer, il faut expliquer. Il faut expliquer, voilà. Tu nous disais qu'au début, en fait, tu avais pas trop l'expérience, la première année avec la première boulangerie, la partie évidemment faire les pains, ça tu savais faire, mais gérer les magasins, emballer,
c'était compliqué. Je pense que ça a pas mal évolué. Comment tu fais aujourd'hui pour former, pour gérer les équipes, pour établir, mettre en place des codes, des rituels des ventes? Comment ça se passe? On a une école de formation en interne. Je crois que c'est la meilleure des écoles où on va transmettre, on essaie de parrainer les jeunes personnes qui arrivent chez nous. Quand je dis jeunes, c'est dans l'expérience métier, bien sûr, hein, aussi bien en boulangerie qu'en vente, etc. Et on va leur mettre des tuteurs pour s'en occuper pendant quelques mois et pour les former. Je crois que la transmission de bouche à oreille, je crois que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Bien sûr. Et moi, j'adore ça. Et puis de la formation en interne, parce que, par exemple, je reprends l'équipe d'Israéliennes on a eu de la chance, c'est-à-dire que quand on a ouvert Tel Aviv, on était en période de Covid, mais les chefs boulangers, pâtissiers, responsables de vente, traiteurs étaient venus en formation chez nous. Parce que le truc, c'était qu'on envoie des chefs français pour les aider à démarrer. Mais on n'a pas pu envoyer des chefs. Donc, heureusement qu'on avait formé des gens sur place, enfin, des Israéliens à Paris. Comme ça, ils avaient la connaissance pour pouvoir démarrer tout seul. Parce que oui, un truc de pandémie comme ça, c'est incroyable, c'est que tout est bloqué, vous pouvez plus rien faire. Si vous envoyez plus vos chefs, plus rien, c'est fini. Donc là, on a pris le temps de former les gens. Mais je me souviens d'une expérience, on avait ouvert en Russie à l'époque, on avait reçu c'était des dames, chefs, boulangères, pâtissières, etc. Et aucune ne parlait anglais. Et nous, on parlait encore moins russe. Et j'ai vu mes équipes se mettre à transmettre par le geste, la gestuelle, et c'était juste extraordinaire. Et au bout de quelques mois, tout le monde se comprenait. C'est magnifique. Donc ça veut dire qu'on peut transmettre, vous voyez, on n'a pas toujours besoin de parler, on a besoin de regarder. Je crois que peut-être c'est des choses qu'on a oubliées, c'est le regard. D'ailleurs, on le voit dans notre chaîne YouTube qu'on a fait là, quand on fait la transmission, vous voyez, des recettes, je vois plein de gens qui nous envoient des vidéos, des photos des produits qu'ils ont refaits en suivant les vidéos, mais je trouve ça extraordinaire. C'est génial. Moi, j'ai maté hier soir quelques vidéos de YouTube, on va en parler. Des vidéos. Alors, on peut commencer, parce que là, on a parlé justement des boutiques, on a parlé du physique. Si on parle un peu plus du digital, du e-commerce, déjà, est-ce que toi, c'est des sujets qui comptent pour le groupe? Est-ce qu'aujourd'hui, le e-commerce représente une part importante des ventes, la livraison? Oui, pour nous, il est très important, parce que je regardais ce qui se pratiquait à l'étranger. C'est vrai qu'en e-commerce, beaucoup de pays étaient en avance sur nous, et j'ai toujours poussé nos équipes à ce qu'on avance. Alors, c'est vrai qu'il faut mettre en route la machine. Alors, on vend à travers notre site, on vend à travers les plateformes, on essaie d'utiliser tous ces canaux, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas sortir, et je trouve ça extraordinaire. Donc, ça représente pas encore un pourcentage assez important par rapport à ce que moi je pense, mais on progresse peut-être 5%, 6%, oui. Et t'aimerais l'amener à beaucoup plus? Oui, parce que je trouve que si les gens peuvent pas se déplacer, autant qu'on a l'AE. L'autre jour, j'ai décroché le téléphone, j'étais au 8 rue Mont, justement, il était 7h du matin, puis il y a une petite dame qui me dit, je savais pas qui j'étais, hein, elle me dit, est-ce que vous pouvez me livrer une tarte aux framboises pour 4 personnes, 2 baguettes et tout? Je dis, il est tôt, madame, et je dis, oui, pas de problème. Et puis elle habitait pas loin de rue Mont, donc je suis allé la livrer, elle était surprise, c'est moi qui la livre, mais je trouve ça sympa, vous voyez, d'utiliser tous ces canaux. C'était la première période de Covid où les gens n'osaient vraiment plus sortir. Je trouvais que c'était bien de pouvoir aller, d'approcher les gens. Et ce sont des habitudes qui vont rester par la suite. Je pense que notamment la livraison, ça va être difficile à revenir en arrière. Ouais, ça va être très difficile. Il va en rester quelque chose, bien sûr. Et j'ai trouvé moi aussi que cette période où les gens pouvaient apprendre à travers toutes les vidéos qu'on pouvait faire, c'était passionnant aussi, parce que les gens, ils venaient acheter leur farine. La problématique qu'on n'avait pas gérée, c'était la levure. La première période de Covid, on n'avait jamais de levure, parce que les fournisseurs n'arrivaient plus à nous fournir de la levure, et les gens voulaient tous faire leur pain chez eux. Les supermarchés n'en avaient plus, tout était en rupture. C'était un truc de fou. Donc, j'avais proposé, moi, qu'on donne du levain naturel aux gens, vous voyez, comme ça, les gens, mais le schéma du travail au levain naturel est beaucoup, beaucoup plus fastidieux, beaucoup, beaucoup plus long. Donc, il fallait qu'ils apprennent. Donc, il y avait plein de problèmes après avec ça. On a vu ça sur Instagram, beaucoup des boulangeries qui proposaient à leurs clients de récupérer du levain pour faire à la maison leur pain. Et sur Instagram, tout le monde s'est mis à faire du pain et partager. Mais c'est une vraie passion, c'est passionnant. C'est-à-dire que on peut pas faire en une fois, oui. Il faut s'entraîner des centaines de fois pour que ça fonctionne bien. Il faut quand même le dire à tout le monde, oui. C'est comme moi, si je fais un nouveau métier, j'arrive pas du premier coup, à moins d'être un génie. Ça prend du temps de faire son propre pain. Et le pain, il faut de l'entraînement. Donc, il faut acquérir la gestuelle. Super. Justement, quand on parle de la marque de YouTube, on te voit souvent donc sur des vidéos. Hier, j'ai passé 1 heure à regarder des vidéos et c'est vraiment très intéressant. On apprend plein de choses. Mais c'est quelque chose qu'on voit, c'est que tu incarnes beaucoup la marque. Il va faire son pain demain. Les pains, j'ai essayé, j'arrête. Mais justement, l'entreprise s'appelle Eric Kaiser, donc évidemment tu l'incarnes. Mais aussi en termes d'image, les vidéos, c'est toi qui prends la parole, c'est toi qui formes les gens. Est-ce que ça a toujours été une volonté? C'est quelque chose
chose des plus récents avec une tendance actuelle de la communication? Ça m'oblige déjà, moi, à rester, vous voyez, vraiment dans le métier, à l'exercer, parce que les gens me posent souvent la question, est-ce que vous faites encore? Moi, je fais encore beaucoup de démonstrations à travers le monde, beaucoup. Et bien sûr, les vidéos, et on a fait il y a pas longtemps avec Skill & You, le premier CAP de boulanger online, parce que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir donner des possibilités à des gens. D'ailleurs, il va être traduit bientôt en anglais, en espagnol, j'espère en portugais, mais parce que les gens, ils ont le droit à la carrière, donc ils suivent des cours pour pouvoir passer leur CAP à travers des vidéos, à travers un formateur qui va les suivre et à travers des stages, et ils peuvent se présenter en candidat libre au CAP. Je trouve qu'on doit donner l'opportunité aux gens, dans la globalité, de pouvoir apprendre un métier. Et moi, vraiment, quand j'ai écrit des livres ou fait des vidéos, c'est sans phare, c'est-à-dire qu'on donne 100% de ce que les gens doivent connaître. D'ailleurs, quand on a fait Larousse du pain en 2013, je faisais les recettes. Et dans une cuisine, il y avait une dame qui réalisait en même temps les mêmes recettes que moi. Elle suivait pas à pas, parce que comme ça, on s'apercevait si ça fonctionnait ou pas. Parce que c'est bien, vous voyez, que moi je fasse et que ça fonctionne, mais il faut quelqu'un qui connaissait pas pour faire. On s'apercevait que ça fonctionnait bien. Et surtout, ça évite les erreurs. C'est-à-dire qu'on est oublié de mettre du sel dans la recette, ou du sucre, ou du poivre, ou ce que vous voulez. Tac là, les recettes, on sait qu'elles sont sûres parce qu'elles sont réalisées par 2 personnes. Bien sûr. Et moi, j'adore ça. C'est passionnant, je pense, moi, de côté d'apprendre, mais je pense que des transmettre, c'est aussi passionnant que d'apprendre. Donc, pour répondre à votre question, oui, je me suis remis dans cette nouvelle façon de travailler, on va dire, à travers les vidéos, etc. Et j'ai trouvé que c'était passionnant, et ça m'a permis, moi aussi, de me tenir à niveau et de pouvoir continuer à faire des nouvelles choses. Mais c'est justement, je sais pas si c'était exprès ou pas, mais c'est justement dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui souhaitent incarner plus, beaucoup des fondateurs, des patrons qui sortent du placard, entre guillemets, pour être plus visible, et je pense que ça va dans l'essence des consommateurs qui souhaitent avoir plus de transparence, savoir qui est Hikizer. Moi, au départ, je voyais les magasins, mais je savais pas qui étaient ces messieurs, et juste de te voir en vidéo, faire ton pain, expliquer, ça humanise la marque, ça rend plus accessible, en fait. Plus sincère, la démarche. Plus sincère. Oui, et puis ça montre que, vous voyez, qu'on fait, quoi. C'est pas du marketing. Non, mais c'est bien, et c'est certainement aussi un des facteurs clés de succès, c'est que depuis le départ, ta maison porte ton nom, donc c'est humain, ça paraît sincère, et en fait, on voit derrière que t'es quelqu'un qui a des convictions. Alors après, il y a peut-être d'autres qui certainement veulent aller plus loin et tout, mais t'as déjà des convictions de porter plus loin la boulangerie artisanale. Un jour, j'étais à Melbourne il y a quelques années, et puis je sais pas, j'avais une démonstration à faire dans un hôtel à 8h du matin. J'ai dit, mais ils sont bizarres en Australie, à Melbourne, à 8h du matin, un grand hôtel pour faire une démonstration. Vous voyez, c'est improbable, quoi, dimanche matin. Et à 8h moins le quart, je vois 0 personne. J'ai dit, mais vous êtes sûr que les gens vont venir? Il me dit, monsieur, il y a 350 inscrits qui sont inscrits, vous allez voir qu'ici, ils viennent. 8h moins le quart, 0 personne, 8h01, 350 personnes assises. Incroyable. J'ai dit, putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un dimanche matin, Et il y avait un monsieur qui devait venir pour m'aider à faire la démo où il parlait et tout, mais il a oublié de se lever. Je crois qu'il avait fait la fête toute la nuit, donc je m'en suis occupé, j'ai géré, mais c'était marrant de voir ça, quoi. C'est un métier qui passionne. 2, vous pouvez partir dans le monde et faire des démonstrations géantes, c'est juste passionnant. Ouais. Et puis 3, c'est une expérience de vie, quoi, de faire des choses comme ça. D'ailleurs, tu parles de Melbourne. On a un de nos auditeurs que tu connais, a priori, qui nous pose pas une question, mais de salut. C'est Pierrick Boyer de Melbourne, que tu dois connaître et qui profite de l'occasion. On a donné la parole à nos auditeurs pour te saluer et te souhaiter bon courage dans cette période compliquée. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse de Pierrick Boyer à Melbourne. Justement, quand on a demandé à nos auditeurs de poser des questions à toi, la majorité des questions portent sur l'international, parce que je pense que ça, quelque chose qui attire beaucoup l'attention dans les parcours, c'est que c'est quand même ton implémentation dans plus des 20 pays, en fait. Plus de 30, oui. Plus de 30 pays. Ouais. Donc nous, on a entendu 1 heure pour parler de l'international, mais là, on est arrivé. Déjà, la première question, quand est-ce que a été ta première ouverture, ton premier magasin au dehors de la France? C'était où? 19 ans à Tokyo. Il y a 19 ans. Ouais, 20 ans presque, à Tokyo. Après la France, le Japon. Ouais, après la France, le Japon. Et Japon, aujourd'hui, c'est ton 2e pays après la France? Oui. Il y a combien de boutiques? Une cinquantaine de magasins. Cinquantaine de magasins. Partout au Japon, Tokyo, Osaka, Kyoto.
Kyoto, ouais. Et toi, je me souviens quand on a fait l'épisode pendant les confinements, on a parlé un petit peu japonais. Tu parles un peu japonais? Je connais quelques mots. Ohayo gozaimasu. Voilà, c'est ça. À force d'y aller, on entend les mêmes choses. Bien Alors on sûr. connaît. On parle souvent du Japon dans ce podcast parce qu'on a en effet, on en a parlé avec Pierre Hermé, c'est même le premier, enfin avec Charles Nati et Pierre Hermé aussi, c'est le premier pays où ils sont installés. Michalak aussi a eu des expériences. C'est un pays où évidemment la pâtisserie, la boulangerie et la gastronomie française est très bien perçue. Ouais, alors c'est un pays qui est à la fois extraordinaire, attirant. Vous savez, c'est comme une jolie fille, mais aussi compliqué. Il faut le savoir parce que vous ouvrez un nouveau magasin. Par exemple, je sais pas, vous mettez une nouvelle marque et d'un seul coup, le lendemain, vous avez une queue sur 1 kilomètre et la queue, elle va durer pendant 3 mois ou 4 mois et d'un seul coup, tout s'arrête. Ah bon? Et c'est là où il faut être bon, c'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle transformer, c'est-à-dire durer dans le temps. Ben oui, ça surprend, parce que vous avez des queues qui ont pu en finir, parce qu'ils ont fait du battage médiatique, etc., et que c'est nouveau et que les gens, ça les intéresse, puis d'un seul coup, ils passent à autre chose. Ouais. Et donc là, c'est là où c'est le plus dur, c'est qu'il faut pouvoir durer. Et comment on fait pour durer 19 ans alors au Japon? Il faut être calme, il faut gérer le succès, il faut, vous voyez, vraiment réfléchir et puis voir ce qui plaît vraiment aux gens et essayer de bien former son personnel pour que ça dure dans le temps, avoir une communication normale. Vous voyez, on peut... je crois que le succès, il peut tous nous griser. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est de pas se faire griser par le succès. On dit que le succès peut être éphémère, il peut pas durer, et il faut essayer de durer dans le temps. Voilà. Et donc ça, c'est toute la problématique du Japon. Bah déjà, je pense s'associer avec des Japonais qui connaissent bien, qui ont une vraie habitude, peut-être demander des conseils à des plus anciens qui connaissent pour pouvoir durer dans le temps, quoi. Ouais. Et justement, tu faisais référence à l'importance du partenaire pour la réussite dans un pays. Et c'est quoi les profits d'un partenaire, par exemple au Japon? C'est qui ton partenaire au Japon? Les partenaires, c'est dur. Vous savez, je dis toujours que c'est comme un couple. Ça vous rencontre une femme. Oui, c'est la 7e merveille du monde, où la femme rencontre un homme, c'est la 7e, son homme, c'est la 7e merveille du monde, au début, et puis au bout de 3 mois. 3 mois, ça va vite, hein. Ou 6 mois, ou 1 an, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes, mais je crois que le partenaire, c'est la même chose. Il faut essayer de pressentir comment le partenaire va aussi évoluer. Est-ce qu'il va vouloir rester dans cette qualité que vous avez décidé de mettre en place? Est-ce qu'il va décider de mettre les moyens pour pouvoir faire de la formation? C'est tout ça qui est important, je crois. Sûr. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas un moyen, il y a des moyens, mais vous n'êtes jamais sûr du résultat. C'est comme en amour. Et ça évolue aussi dans les temps. Et ça évolue, oui. Il faut que les gens évoluent dans le même sens aussi. Bien sûr. Et c'est ça qui est très compliqué. Très compliqué. Ben, on a eu, nous, des réussites extraordinaires, on a eu quelques échecs et c'est ce qui fait la vie, malheureusement ou heureusement. C'est ce qui nous apprend. Mais ton partenaire au Japon, c'est quelqu'un qui venait déjà de l'activité des restaurations? Lui, c'était une famille qui s'appelle Kimura-ya, donc qui étaient les premiers producteurs de hampin. Les hampins japonais, vous savez, c'est cette espèce de pâte à pain au lait. À l'intérieur, on met de la purée de haricots, là, rouge, vert, etc. Donc, sa famille était comme ça, était très connue puisqu'il fournissait l'empereur, etc. Et c'est vrai que quand on a ouvert, on a eu la chance d'avoir la famille impériale qui est venue, etc. Ça se connaissait. Donc, non, en tout cas, ça pose une reconnaissance de la famille impériale. Donc, pour les Japonais, c'est important. Ouais. On peut faire un rapide inventaire justement de tes implantations à l'étranger. Déjà, tu as combien de boulangeries dans le monde? Parce que j'ai vu plein de chiffres. On a dit on a 200. On a à peu près 300. C'est 300, hein, parce qu'on a dit 200 dans... Ouais. Mais voilà, d'accord. Et répartis dans combien de pays? Tu disais une 32, trentaine. ouais. Donc ça fait, il y en a 45 à peu près en France. Ouais. 22 à Paris, et du coup les autres pays, ça se répartit, enfin les autres régions. Même l'Asie, on est très présent en Asie. Donc Japon. J'allais dire en importance. Donc Japon, c'est le deuxième pays. Hein, ouais, mais j'allais dire Hong Kong, par exemple, on a 11 magasins 11 sur une ville, quoi. Ouais, donc j'allais dire c'est presque plus important. On est aussi très présent à Singapour, mais aussi en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande. Enfin, oui, on a. Cambodge. Je crois que tu as 80 boulangeries, 85 boulangeries en Asie, c'est ça? Ouais, on a commencé à en avoir pas mal aussi en Afrique. C'est développé au Congo, Nigeria, Tunisie, Sénégal. Ouais, non, il y en a. C'est impressionnant. Hein, développé dans ces coins. En vrai, je crois que ce soit pour nous, pour d'autres, le monde est ouvert pour pouvoir accueillir des boulangeries. Hier, j'étais au bureau, j'ai reçu un mail de la Libye. Oui, j'attendais tous les pays sauf la Libye pour ouvrir là-bas. Et donc, j'ai envoyé des coordonnées à notre responsable de l'export. Ils sont rentrés en contact déjà et ça a l'air des gens très très sérieux, quoi, Libye, qui ont des moyens. Mais tous les pays peuvent être valables, vous voyez, pour faire des belles choses à condition, encore une fois, que vous trouviez le partenaire adéquat pour pouvoir faire quelque chose de bien, quelqu'un qui respecte la qualité. Ouais.
Ouais, on a des... En moyenne, tu ouvres combien de boulangeries par an? Bon, là, c'est une année exceptionnelle, 2020, mais... 20, 30. Ouais, c'est ça. Quand même, le rythme, pas... c'est 20, 30 boulangeries, d'accord. Aujourd'hui, oui. Parce que les pays développés eux-mêmes, donc c'est vrai que ça va... Et ça devient, c'est devenu une marque internationale. Ouais. Et c'est juste une question encore sur ça, c'est en propre ou en franchise? Ou c'est différents modèles? Je vous disais, on a 3 modèles, hein, donc soit on est en propre, soit on est en association, soit on fait de la licence ou de la franchise. Et la répartition dans ton groupe aujourd'hui, combien de boulangers en propre? La moitié à peu près. La moitié en propre, ouais. Et le reste et l'autre moitié Aux US, c'est propre? Alors aux US, on a différentes activités. Je pense que vous avez dû lire, on a depuis le Covid, tous les magasins de New York qu'on avait sont fermés aujourd'hui. Puis on a eu notre partenaire qui a décidé de se recentrer, parce que nous on était en licence là-bas à New York, il a décidé de se recentrer, donc les boutiques vont être cédées et nous on devrait redémarrer des boutiques avec un autre partenaire. Avec un nouveau partenaire. C'est nos discussions de demain mercredi. Ah ok. on va une discussion importante alors. Discussion importante, j'ai différentes possibilités pour redémarrer, on va dire. On a donc les stratégies internationales de Hikaiser, ça attire l'attention. Justement, on a eu beaucoup de questions de l'audience. Je commence avec la première, c'est Emily Macmillan via LinkedIn qui demande qu'est-ce qui a motivé l'expansion internationale si tôt dans l'histoire de la maison Hikaiser. Quelle est les stratégies de développement? Il y a beaucoup de questions dans la même question. Quelle est les stratégies de développement en France et particulièrement au dehors des Paris, Île-de-France? Et comment expliquer que la maison ne soit pas encore présente dans certaines grandes villes françaises? Ouais, c'est des bonnes questions. La première des choses, c'est l'export, parce que je pense que j'avais ça dans les gènes et que j'avais envie de partir à l'export. Tu voyageais quand tu étais compagnon. Oui, et vous me demandez par exemple le Japon, c'était le pays où j'avais le plus envie de démarrer. Ouais, donc c'est très personnel ça. Oui, mais alors les choses sont bizarres dans la vie. C'est que vous rêvez d'un pays, et vous réveillez le lendemain, vous avez le contact, vous avez la personne qui arrive. Vous savez pas pourquoi. Ça m'est arrivé souvent comme ça. Souvent. Je vais essayer de... J'ai rêvé du Panama il y a une dizaine de mois et on a eu des personnes du Panama qui ont signé un contrat avec nous pour ouvrir là-bas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je crois que la puissance la puissance de la pensée est quelque chose d'important, en tout cas pour moi. La deuxième question, c'est quelle a raison. J'avais délaissé un peu la France. Et les régions, c'est ça. À part Paris pour me développer à l'export, mais parce qu'on pouvait pas être partout. Et je vais vous dire, depuis quelques années, on a commencé à développer à Lyon. Puis là, dans les Alpes-Maritimes, on a repris un petit réseau là, au mois de mai-juin. On a maintenant une douzaine de magasins. Et on a également développé à Avignon, à Toulouse, à Lille. J'allais dire qu'on arrive en province, dans les grandes villes de province. Mais il faut un peu de temps. Il faut trouver, encore une fois, soit on développe nous. Alors, moi, j'ai fait une chose, c'est que j'ai proposé souvent à des salariés, à des responsables chez nous qui ont fait du très bon travail de pouvoir s'associer avec nous dans des régions, parce que je trouve que c'est une juste récompense. Eux, ça leur permet de faire de la capitalisation et en plus de pouvoir s'épanouir pour ceux qui en ont envie à travers la gestion des magasins. Et je trouve ça bien. Et on a fait souvent ça en province. Par exemple, à Lyon, j'ai un responsable là-bas, un associé, qui était notre responsable au Japon pendant 12 ans. Et un jour, il m'a dit, moi, je veux rentrer en France. On s'est associés, on a monté ça. Et il travaille d'une façon extraordinaire. C'est peut-être contre-intuitif, mais on a eu cette discussion avec Christophe Michala quand on lui posait la question pourquoi pas développer partout en France. Il disait la difficulté en France, c'est que dans chaque ville, j'ai aussi des pâtissiers de très grande qualité qui ont fait ses armes là-bas, qui sont connus, et j'ai du mal à arriver, débarquer, être en concurrence avec eux. Est-ce que dans la boulangerie c'est pareil? Est-ce qu'on est en concurrence? Oui, en montant un ou deux magasins dans une ville? Honnêtement, je suis pas tout à fait sûr, mais la pâtisserie, c'est peut-être un peu plus niche, on va dire, que la boulangerie. Moi, je pense qu'il y a de la place dans tout. Le monde. Ouais, il faut pas non plus se stresser non plus. Hein. Moi, on me demande souvent qui sont nos meilleurs concurrents ou nos meilleurs. J'allais dire, moi, je dis toujours, moi, c'est les artisans du quartier qui font du super boulot. Voilà, mais tout le monde a la place pour exister. Il y a de la place. Super. Une autre question J'ai répondu à toutes les trois questions, madame. C'est la province, c'est ça, t'en as parlé. Je pense que c'est encore Émilie qui pose une deuxième partie à la question. C'est quels sont les grands axes actuels des développements de l'offre et d'innovation? Diffèrent-ils significativement d'un pays à l'autre? Oui, alors c'est vraiment différent. Par exemple, aux États-Unis, notre première vente, on en parlait tout à l'heure, mais c'était le café.
Et quand je regardais un jour, là, je l'ai regardé faire c'est un cappuccino, je crois qu'il préparait le matin, un double cappuccino, il mettait 21 grammes de café. Vous voyez, nous, dans un café normal, on va mettre 7 grammes, il mettait 21 grammes, donc c'est surdosé en café avec un petit peu de lait monté. Ça, c'était notre première vente. Notre deuxième vente, c'était les croissants aux amandes. Notre troisième vente, c'était sandwich au jambon. Ben alors, j'allais vous dire que la plus grosse partie de nos ventes aux États-Unis, à New York en tout cas, c'est de la restauration. Alors, quand je dis restauration, ça peut être le petit déjeuner, le café le matin, le croissant. Le midi, ça va être, je sais pas moi, un plat comme on fait à New York, un coco vin ou une salade ou n'importe. Et l'après-midi, ça va être la pâtisserie. Donc, c'est différent en fonction, bien sûr, des habitudes alimentaires des gens. Je crois que ça, c'est à ne pas oublier. J'ai juste une question, parce qu'on a parlé de l'international, on a parlé du sourcing. Donc, au Japon, tu vas sourcer des matières premières différentes. Par rapport à l'offre consommateur, est-ce que ça évolue aussi? Est-ce que tu t'aimais à faire des trucs japonais dans ta boulangerie? Oui, par exemple, au Japon, on a adapté le croissant aux amandes, on le fait au thé vert. Vous voyez, on va rajouter de la poudre de matcha dans la recette de crème à amande. Croissant vert. Oui, il est vert, il est différent, mais oui, le goût est différent, tout est différent. Est-ce que ça fonctionnera en France? Je suis pas sûr. Alors, croissant vert, je le vois bien. Non, moins sûr, mais pour certains consommateurs, ça peut fonctionner, mais pas pour beaucoup. Ouais, on est d'accord. Donc, on est obligé de s'adapter. C'est évident. Dans plein de recettes, on s'adapte. Vous voyez, par exemple, au Japon, on a miniaturisé. Il faut savoir que les gens, ils aiment pas avoir des miettes, vous voyez, sur soi. Ils aiment bien que ça rentre dans la bouche. Par exemple, le sandwich, il faut qu'il soit à diamètre de la bouche, vous voyez. Donc, tout ça, parce que sinon, ça peut les gêner. Donc tout ça fait qu'on est obligé de s'adapter. Il y a des pays dans lesquels on est obligé de s'adapter plus que d'autres. Le Japon, j'ai l'impression. L'Asie est quand même assez particulière. Non, en tout cas, c'est spécifique là-dessus. Mais je vous dis, c'est passionnant d'écouter. Il faut, de toute façon, si vous voulez vous implanter avec une marque française à l'étranger, il faut bien vous coller au terrain. Sinon, ça fonctionne pas. Et les gens, ils vous disent de partir chez vous. Parce qu'ils cherchent aussi le savoir-faire français. C'est ce qu'on fait. Il faut s'adapter. Voilà. C'est trouver le bon équilibre entre le savoir-faire français et l'adaptation à la culture locale. Bien sûr. Et j'ai regardé justement une vidéo sur YouTube où tu présentais, où je pense que tu formais, c'était une espèce de masterclass, tu les faisais en anglais, tu parles très bien anglais en fait, ça c'est tu as appris... Je parle très bien anglais avec un gros accent français. Oui, mais bon, moi j'ai l'accent aussi, l'accent c'est charmant. Ils adorent. Tu parles couramment, tu es à l'aise, tu es vraiment à l'aise devant la caméra. Parce que j'ai fait beaucoup. Ouais, j'ai fait des télés, j'étais impressionné un jour, j'avais fait une télévision à New York, je crois qu'il était 8h ou 9h du matin et je vois des acteurs de cinéma connus à gauche, à droite, machin, et puis la fille elle me dit venez on va se maquiller, et après je vais sur le plateau de télévisé, puis la fille elle m'explique tout en 10 minutes, mais elle m'en met plein la tronche, elle me dit vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Ah non, je dis je me rappelle de rien, j'étais pas concentré, vous voyez. Elle me dit bon ça fait rien, on y va, et on a attaqué le plateau, c'est bien passé, mais oui c'est impressionnant quand même, quand vous allez à New York, là, il faut aller très très vite, puis les gens ils vous parlent en anglais à fond les gamelles dès le matin et vous avez au moins enregistrer une partie puis après vous faites votre show quoi. C'est donc pour vous dire si vous voulez vous développer international il faut quand même apprendre ça. C'est très important bien sûr. Parce que les gens ils veulent que vous représentez la marque. Mais le pire ça a été en Australie je crois. Quand on a sorti de La Rousse du Pain on a fait des émissions de télé et de radio avec toutes les parties d'Australie. Et un matin, je me rappelle être à Sydney, on était en émission radio avec Perth ou je sais plus quelle région là-bas, et je comprenais. Elle avait un anglais, mais j'avais du mal. Et vous savez, là, vous dites, il faut que je me creuse les méninges, il faut que je réponde à ces questions. Et à New York aussi, j'ai eu ça avec un journaliste. Donc, on était sur une chaîne de télévision et il me demande ce que je pensais du Wonder Bread, mais j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Mais en vrai, c'était le pain blanc américain à l'époque, mais j'avais jamais entendu parler. Et le gars, à la fin, il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas répondu à ma question? Je dis, parce que j'ai pas compris votre question. Je sais pas ce que c'est, votre Wonder Bread. Et il m'a expliqué, le monsieur, maintenant. Donc, ça m'a marqué. Mais oui, c'est marrant, quoi. Il faut juste ne pas s'arrêter, quoi. Bien sûr. Il faut y aller, quoi. On peut parler de l'actualité maintenant. On avait déjà largement couvert la première phase du Covid dans le premier épisode dont Daniel faisait mention tout à l'heure, Fait Maison, où tu nous avais raconté en détail l'impact sur tes différentes activités et notamment la répartition géographique. On peut parler maintenant de la situation du deuxième confinement et on a d'ailleurs une question d'un de nos auditeurs qui est la crêperie de l'ancienne Poste à Bourg-la-Reine, je crois, qui nous dit quelles sont les différences entre ces commerces dans le monde face à ce contexte aujourd'hui. Donc la question c'est voilà, quel est l'impact du Covid aujourd'hui sur tes activités en France ou dans le monde justement ouais. Alors dans le monde, je vous disais tout à l'heure à New York, on a fermé tous les magasins parce que 70% de notre activité c'est de la restauration, et que la restauration n'a pas le droit d'ouvrir. Donc ça c'est depuis mars. Au Japon, on a des magasins qui ont fermé, qui sont en train de réouvrir.
on commence à passer en déconfinement. À Singapour, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'aides du gouvernement, donc on a été exempté de payer nos loyers, et ça c'est juste. Magnifique. Et en plus, il y a eu des aides sur les charges, on ne payait pas de charges sur les salariés, donc ça c'est une même. très très grande aide. Ben oui, la différence c'est qu'en France, on est toujours en bagarre avec les propriétaires. Ils veulent pas comprendre que si l'activité elle a perdu 80%, c'est ce que disent les restaurateurs, ou 100%, il faudrait exempter quand vous avez un locataire qui est là depuis 10 ans, vous pourriez peut-être exempter de quelques mois de loyer. Ça peut arriver qu'il y ait un trou dans la raquette, comme on dit. Et donc ça c'est compliqué, mais cette période de Covid numéro 2 par rapport à la première est quand même un peu moins compliqué parce qu'il y a quand même un peu plus de monde dans la rue, on le voit un petit peu partout, et donc ça permet d'avoir un peu plus de flux. Tu le vois dans le monde entier, en France. Oui, alors dans le monde entier, il y a des pays où ça commence à se calmer. Vous voyez, je vois à Hong Kong, on est revenu à la normale. Tout ce qui est proche de la Chine revient à la normale, tout doucement. Ouais. Le Japon, tout doucement, va revenir à la normale. Singapour va commencer à réouvrir un petit peu ses frontières. Le Cambodge, ils ont reconfiné un tout petit peu. Ça dépend vraiment des pays, en vrai. C'est de toute façon une galère complète. Moi, je vais vous dire, ça a été très compliqué de réorganiser nos équipes partout dans le monde depuis le mois de mars. Mais on est un peu moins en souffrance qu'au mois de mars. Quels étaient les pays les plus compliqués à gérer? C'est les États-Unis parce que les États-Unis ont été compliqués, mais le Cambodge, quand tout a fermé, plus de touristes, plus rien, ça a été très compliqué. Hong Kong, au démarrage, là, c'était plutôt janvier, février, c'était compliqué. En vrai, j'ai eu la chance, encore une fois, d'apprendre assez vite. C'est-à-dire qu'en décembre, janvier, février, on était déjà dans la rupture à Hong Kong et en Asie. Donc, j'étais un peu en avance par rapport à c'est l'avantage d'avoir un groupe international. Alors, c'est pas une bonne chose, mais c'est comme ça. Bien sûr. Est-ce que tu as dû fermer des boulangeries, à part le cas particulier des États-Unis À Paris, on a fermé, premier Covid, on a fermé tout ce qui était dans les coins de fermé définitivement. Non, fermé quelques mois. Fermé définitivement, non, à cause de la crise. J'allais dire non. Non. Je réfléchis, mais j'en vois pas. Non. Et sinon, on a parlé d'un sujet un peu plus joyeux, c'est les formations à distance que je pense ont eu un coup de boost avec les confinements. Ça a été énorme. On a eu plusieurs millions de personnes qui nous suivaient sur notre chaîne YouTube. C'était juste superbe. Et même Kaiser Academy, la formation Academy, voilà, CAP boulangerie à distance. Voilà, c'est ça. Depuis le mois, on l'a lancé en février-mars, donc au moment du Covid. Tu peux nous en dire plus pour expliquer c'est quoi? C'est une formation pour préparer au CAP boulangerie, vraiment? C'est une formation qui conduit au CAP, puisque, alors, vous pouvez faire le programme en 6 mois ou en 2 ans, en fonction de du temps que vous allez allouer à la formation. Et donc, vous suivez, donc j'ai enregistré les vidéos et tout, donc les gens suivent les cours de formation Eric Kaiser. C'est toi qui anime toutes les vidéos? Non. Je les ai faites. C'est toi. D'accord. Je les ai toutes faites à l'époque. Et maintenant. Ça représente combien d'heures de vidéos? Je sais pas combien de vidéos, mais ça m'a pris un petit moment, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'ai eu la chance d'avoir une équipe complète à mon service. Donc, parce que quand vous faites des vidéos, ça peut être très long ou ça peut être un peu plus rapide. Si vous avez, par exemple, le croissant, il est juste façonné, donc vous le façonnez devant les gens. Puis après, il est juste poussé, donc il est prêt à le mettre au four. Donc, on vous l'amène, tac, tac, vous le dorez, vous le mettez dans le four, vous le sortez du four. Il faut vraiment être, en tout cas, très, très organisé pour faire ça. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc ça, ce CAP, vous suivez les vidéos d'Eric Kaiser, vous entraînez en même temps qu'Eric Kaiser vous fait les cours. Ensuite, vous avez un formateur qui suit votre évolution à travers, comme toujours, les canaux de distance. Ensuite, vous allez faire des stages dans les boulangeries. Nous, on accepte, par exemple, tous les gens qui veulent faire des stages qui sont inscrits dans ces cours en online, s'ils sont à Paris ou dans les régions où on est. Et ensuite, les gens peuvent présenter le CAP en candidat libre, c'est reconnu par l'Éducation nationale. Super. Donc ça veut dire que vous pouvez passer votre CAP et vous lancer dans la vie active de la boulangerie, si vous en avez envie. C'est bien parce que c'est un secteur qui manque de main-d'œuvre, donc c'est une façon de les former de manière plus. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Cambodge, on était en train de faire une école de formation pour les enfants qui sont abandonnés, pour un sourire d'enfant. Et c'est vrai que par exemple avec Silent You, ils ont accepté de me donner des numéros. Alors tout ça c'est un peu mal opéré puisque c'est depuis la période Covid, puisque la formation est sortie online au mois de février-mars, mais ils ont accepté de me donner des numéros gratuits pour que les élèves qui ont envie et qui n'ont pas d'argent puissent s'inscrire gratuitement sur les cours. Et je trouve ça intéressant parce qu'on va pouvoir faire ça dans le monde entier. Alors, votre question, ça va être, il faut qu'on ait fini les cours en anglais. Donc, on est en train de les terminer, là, parce que si on les donne en français, je crois pas que ça va marcher. Moins bien. Oui, elle coûte combien, cette formation?
Je me rappelle plus. Je pense que j'ai trouvé 2500 euros. Ouais. Ça nous fait penser. Déjà, je pense qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante de la part des gens, à la fois des gens qui veulent se professionnaliser, mais beaucoup de particuliers qui veulent juste savoir faire du pain correctement à la maison. On a fait un épisode avec Nicolas Bergerot. C'était notre premier épisode, fondateur d'Atelier des Chefs, qu'aussi se diversifie avec la formation à distance, CAP cuisine, CAP pâtisserie. C'est ça. Et lui, il a des partenariats avec des écoles des commerces. Et là, cette année, je le voyais sur LinkedIn, il y avait une petite compète entre HEC et SEC, machin, pour voir qu'il y avait plus d'élèves qui s'inscrivaient au CAP. Et là, il était à une centaine d'élèves. Et je pense qu'il y a 10 ans, les élèves des grandes écoles, ils ne s'intéressaient pas à des métiers manuels. Et là, c'est une vraie révolution. Les gens reviennent à... On dit que le travail des mains libère l'esprit, donc je pense qu'il faut pouvoir se libérer son petit esprit de temps en temps. Mais je crois que, vous savez, on le voit, mais même les métiers manuels sont mis à essayer, à apprendre beaucoup de choses parce que, je vous disais, il faut faire de la gestion, il faut faire du droit, il faut faire de tout. Et les gens qui font ces études, ils ont envie de se libérer un peu pour faire du manuel. Donc c'est bien, moi je trouve ça beau. C'est le bon équilibre. Parfait, on va parler un peu de chiffres, on en a déjà donné quelques-uns, mais c'est forcément des choses qu'on aime beaucoup ici. Le nombre de boutiques, on en a parlé, c'est à peu près 300 boutiques. T'as combien de salariés dans ton groupe qui travaillent pour la marque, plusieurs milliers, et en France peut-être 800. 800. Ouais. Parce qu'en boutique, c'est quand même en moyenne, c'est combien de salariés par boutique? Entre 10 et 30. Entre 10 et 30, en fonction de la taille des boutiques. Ouais. Le chiffre d'affaires du groupe, tu le communiques? Non. On a lu des choses, 300 millions d'euros, c'est à peu près ça. Mais je sais pas si vous l'avez lu. J'aime bien essayer de faire réagir. Bon, il faudra regarder sur la vidéo, vous verrez comment il a réagi. À mon avis, on n'est pas loin. Mais la France représente une grande partie de ton chiffre d'affaires. Non, une grande partie. C'est moins de la moitié. Non, moins de la moitié, oui, parce que automatiquement, comme on est présent dans beaucoup de 30 pays, oui. Ouais. Après, les Cambodge, par exemple, c'est un petit pays, c'est pas un chiffre d'affaires qui... Ouais, mais je l'adore. Non, moi aussi, j'adore les Cambodge. Mais en termes des business, je parle petit en termes des business. Ouais. Comme la Colombie, pour toi, la Colombie pèse pas beaucoup dans ton chiffre d'affaires, même si c'est un pays merveilleux. Non, mais si je prends par exemple Hong Kong, où on a 11-12 magasins, ça représente un bon pourcentage. Ça veut dire qu'en fonction du nombre d'ouvertures qu'on a dans les villes, ça peut représenter un pourcentage intéressant. Bien sûr. Le Japon, aujourd'hui, ça pèse quand même moins que la France. La France reste le premier pays ou... Le Japon est pas mal. Pas mal, ouais. Carrément, d'accord. E-commerce, dans tout ça, tu disais 5% aujourd'hui en France. En France, Alors, on a des pays, par exemple, on est ouvert en Espagne et eux, en e-commerce, on a ouvert notre premier magasin à Madrid il y a 3 mois, le deuxième va ouvrir maintenant. Lui, il représente 20 ou 30%. Ah, quand même. Mais parce que c'est marrant la vie, mais vous savez, c'est comme les systèmes des cartes bancaires, entre les cartes bancaires qu'on peut avoir en Europe et les cartes bancaires, par exemple, avec WeChat en Chine. Vous ouvrez après, mais vous avez tout prévu pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, en Espagne, on fait une petite sonnette, une petite porte qui s'ouvre. Tout est prêt pour que les gens de Deliveroo ou Uber Eats viennent chercher leur truc. Vous voyez, c'est organisé pour que ça fonctionne. Bien sûr. On a dédié des gens, oui. C'est ça le truc. C'est que, en vrai, il faut moderniser un peu ou préparer les magasins. Bien sûr. Mais pareil, c'est une bonne source d'inspiration pour les autres magasins. Bien sûr. En France, par exemple. Et on se posait la question par rapport aux actionnaires de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est toi les principaux actionnaires. Il y a d'autres actionnaires importants, des références? Non, je suis l'actionnaire principal, mais après ça dépend. Il y a des pays où c'est pas moi l'actionnaire et je vous disais tout à l'heure, ça me va bien. Vous voyez, j'ai pas tellement de préférence. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout qu'on fasse bien vivre la marque, on forme les gens, que les clients soient contents. Je crois que c'est ça en vrai à la fin de la journée. Il y a des gens à l'étranger qui portent la marque et qui la portent des fois mieux que moi. Vous voyez, ça qui est important, c'est que les gens en ont envie. Voilà. Super. Parfait. On parle de la suite. Ouais, des enjeux pour la suite, vas-y. On a toujours cette rubrique vers la fin du podcast. On s'approche de la fin. Ça veut dire qu'on s'approche de la fin. Je vois Rick qui veut passer à son prochain rendez-vous. Là, moi, j'ai rien dit. Hein. Non, je rigole. Quels sont les challenges pour les années à venir, en fait, quand tu travailles sur ton plan stratégique à 5 ans, qu'est-ce que sont les prochaines étapes pour les... Ça va être de former de plus en plus de gens pour pouvoir... Avec l'académie L'académie, non, mais dans tous les
les sens. Je crois que la formation aujourd'hui, c'est pas un canal de formation, c'est des canaux qui vont nous permettre de former des gens. Moi, je suis tellement heureux si je vois des petits Cambodgiens demain qui deviennent des responsables parce qu'ils sont passés peut-être par une de nos formations et après ils sont passés chez nous et on peut les envoyer à travers le monde. Je trouve ça juste extraordinaire. Vous voyez, je regardais l'autre jour, j'avais des chefs à New York, il y avait des chefs japonais, il y avait des chefs qui venaient d'Afrique, il y avait des chefs de différents pays et je trouve ça juste très beau. Vous voyez, après ces chefs quittent, ils repartent dans un autre pays, ils me demandent pour bouger. C'est ça qui est bien. J'ai eu un jeune chef qui est parti en Israël il y a une dizaine d'années. Je sais pas pourquoi il m'avait marqué. Je trouvais très sympathique ce garçon. Puis j'en ai plus entendu parler pendant 10 ans. Et là, on a ouvert à Tel Aviv et il m'a réécrit. Il m'a demandé s'il pouvait travailler pour nous. Enfin, oui, je trouve ça, c'est beau cette façon de faire. Et puis moi, je veux pas être le gardien du temple dans tout ça. C'est-à-dire que demain, si je disparais, si je pars, s'il y a n'importe quoi, je veux que quelqu'un puisse se substituer ou continuer à transmettre ce métier de la boulangerie. Alors, il y a moi, bien sûr, mais il y a d'autres personnes qui le font très, très bien. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en tout cas, on transmette de plus en plus. Voilà. Bien sûr. Et qu'on passionne les gens pour pouvoir faire ce métier. Ça, c'est beau. Et c'est quelque chose qui est toujours été présent dans ton parcours, en fait. Voilà. Cette notion de transmettre, formation. Ça, on est beaucoup revenu dessus, donc c'est bien clair. Au global, quelle est ta vision de l'avenir de la boulangerie ? On parle beaucoup à Paris, notamment de toutes ces nouvelles boulangeries un peu tendance, Mamige, French Bastard, qui ont une certaine vision de la boulangerie, très engagée sur les matières premières, sur la gourmandise. Est-ce que pour toi, c'est ça l'avenir de la boulangerie ou on est toujours un peu, moi, dans ce que j'ai voulu initier. Donc, je crois que c'est important. C'est important de savoir la provenance de ces matières premières, la provenance aussi la formation des gens, la communication auprès du public. Puis, je crois que c'est ce que demandent les consommateurs. Hein. Et puis d'avoir des produits le plus naturels possible. Ouais. On va vers ça de plus en plus. Toi, l'avenir de la boulangerie, c'est... Ouais. On va vers ça et les gens veulent ça. En tout cas, les gens qui viennent dans une boulangerie artisanale, celui qui va au supermarché, il fait peut-être pas la même recherche, puis il fait peut-être plus attention au prix, etc. Je pense qu'il faut... C'est ce que je vous disais pendant l'émission, je crois qu'il y a différentes offres et je crois que ça, c'est très important de l'industrie, de l'artisanat. Moi, j'ai vu un truc à côté de chez moi. J'habite dans un coin à Paris où depuis 5 ans, il y a plein de nouvelles boulangeries qui sont ouvertes et notamment, il y a une boulangerie qui s'appelle 100 qui est dans le 11e arrondissement, à côté du canal Saint-Martin. Et lui, il fait ses pains. Là, il a une ligne, une gamme avec 5-6 pains où on parlait de mettre des tomates dans un pain et c'est ça les repas. Lui, il cuit ses pains avec plein de choses à l'intérieur. Donc, il a des pains, au poireau, au machin. Pour lui, c'est une vraie partie pris. Est-ce que c'est des choses que tu testes parfois, des cuire du pain avec des légumes à l'intérieur On l'a eu fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est des... J'allais presque vous dire, c'est des petites ventes, vous voyez. Oui, c'est très niche. C'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est des petites ventes et ces pains, ils restent là tout au long de la journée. Vous voyez, le pain, il a quand même tendance à s'abîmer tout au long de la journée, donc il faut en reproduire sans arrêt. Donc, sûrement qu'il y a une niche et un marché. Nous, par exemple, le midi, on fait les fougasses et on met les ingrédients dessus. Vous voyez, les oignons, le lard, les olives, les machins. Dans cet ordre d'idée là, mais on fait ça pour le déjeuner. Ou alors on fait des petites ficelles avec plein d'ingrédients à l'intérieur. À l'intérieur. Mais pour du déjeuner. Bien sûr. C'est un vrai repas, du coup. Et à titre perso, est-ce que tu as des projets par la suite intéressants au-delà de l'entreprise? Est-ce qu'à côté tu as des projets Oui, j'ai toujours des projets, mais par exemple là, je suis on va faire un nouveau livre. Je m'étais pas rendu compte que depuis 2013, le Larousse du pain, on n'avait pas ressorti de livre, parce qu'on a dû en faire quand même quelques-uns dans l'entreprise. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau projet. Ouais. Donc il y a toujours un tas de choses. Oui, demain, j'aimerais peut-être développer d'autres CAP autour de notre métier, de la boulangerie, de la pâtisserie, etc., parce que je trouve ça passionnant en online. Et peut-être faire des nouveaux magasins de façon un peu différente, commencer des nouveaux pays. Enfin oui, je crois qu'il faut qu'on colle à l'actualité, qu'on colle à ce qui se passe dans le monde et qu'on soit force de proposition. Qu'est-ce que tu voudrais changer justement dans les nouveaux magasins? Tu as déjà des pistes de réflexion? Là, par exemple, on travaille sur l'ouverture à la Samaritaine d'une boulangerie, restauration et restaurant sur 2 étages. Donc, on est en travaux là en ce moment. Je sais pas quand est-ce que ça ouvrira. Ça fait quelques mois qu'on est en travaux, mais à cause du Covid, on a pris du retard. Donc, je pense que ça va être une façon un peu différente aussi de travailler. Là, on va présenter des pains à base de farine de blé ancien ou d'agriculture contrôlée, biologique. Pardon. Ensuite, on fera de la restauration, des sandwichs au fur et à mesure du passage de la clientèle sur mesure.
Ensuite, on aura un restaurant qui sera attenant à la boulangerie, où on présentera une offre complètement différente. Enfin, oui, on est toujours Je savais pas qu'il allait avoir une boulangerie Si. samaritaine. C'est une bonne Donc, on est en train de travailler sur ça. C'est un sujet qui nous occupe. L'offre restauration, elle sera axée sur les pains ou pas forcément? Non, on mettra le pain en valeur, mais elle sera vraiment axée restauration. Restauration, Ouais, temps plein. ouais. D'accord, intéressant. Et revenir sur tes racines et recréer des machines, des fermentations, des choses comme ça, non? Si, non, mais j'allais dire que je suis, oui, toujours dans le travail de recherche dans ce type de domaine. Par exemple, notamment au Japon, là, quand on a créé nos farines, notre marque, le beurre, les machins, donc il y a toujours des projets là-dessus. Ouais. Super. Très bien. Bon, on arrive aux la questions séquence finale. Voilà, c'est les questions plus personnelles en fait, et une question rituelle dans ces podcasts, c'est quel a été pour toi ton plus gros échec apprentissage dans ton parcours d'entrepreneur et ta plus grande fierté? Alors, mon plus gros ratage, Ratage, c'est ça. Je me suis associé avec un ami à Los Angeles et on s'est aperçu dès le démarrage, quand on a ouvert en 2006, qu'on s'entendrait pas et que ça fonctionnerait pas, alors que c'était un ami, mais dès le démarrage, c'est-à-dire le premier jour. Donc, il a fallu se dissocier, mais pour se dissocier, ça a pris des années, puisque moi, je voulais reprendre la marque et lui, il voulait pas que je la reprenne. Donc, c'est toujours un ami, peut-être plus. Non, on se voit plus, mais j'allais dire que ça fait partie des échecs, mais comme tout le monde en a, hein. C'est normal, c'est un apprentissage. Je crois que c'est important. Et pour dire quoi, comment c'est du coup de ne pas s'associer avec des amis, par exemple Non, je crois pas. Moi, je pense que vraiment, ça dépend vraiment des gens. Ouais. Et puis peut-être que c'est moi qui ai fait des erreurs, peut-être que c'est lui. On sait pas. Vous savez, on fait tous aussi des conneries. On se croit toujours que c'est les autres. Mais je crois que si j'avais un conseil à donner, je dirais qu'il faut pas hésiter à aller. Il faut pas hésiter à avancer. Il faut pas hésiter à essayer. Et puis si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, faut se dire que tout le monde subit des échecs dans sa vie. Hein. Voilà, c'est pas s'arrêter à ça. C'est ce qui fait l'homme. Ouais, dire. Ça fait le cuir. Ouais. Et la plus grande fierté, réussite? Je crois que quand je vois du beau pain dans les magasins, je suis très content. Avant le business, d'ailleurs, ça qui est intéressant. Je pensais que tu allais dire le groupe international, les 300 boulangeries, mais non, le produit. Et une autre question rituelle, mais tu as déjà donné une réponse intéressante, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe? Il faut y aller. Il faut y aller, mais par contre, moi, j'ai eu la chance d'avoir des tuteurs, des gens que je payais pas d'ailleurs, et qui sont venus me donner des conseils gratuitement, bénévolement. Bien s'entourer. Essayer de trouver les bonnes personnes qui peuvent bien vous conseiller sans vous induire en erreur. Je crois que c'est quelque chose de très important, mais il faut savoir écouter. Il faut être à l'écoute. Super. Et dernière question, c'est plutôt un cadeau pour les auditeurs qui sont restés 1h40 avec nous. Un petit cadeau. C'est les bons plans bouffe à partager. Ça peut être un bon resto que tu as. Bon, resto, c'est un peu compliqué récemment. Un bon resto en livraison ou un film, une série, un podcast, un livre, quelque chose qui t'a marqué dans l'univers de la bouffe récemment. Dans la bouffe, non, le dernier livre que j'ai lu, c'est Murakami, l'écrivain, mais qui faisait ses marathons, donc ça m'a passionné. Je me suis mis il y a très très peu de temps, je vais vous dire, sur l'application Deliveroo et Uber Eats. C'est de temps en temps, je commande des petits plats le soir ou le midi, et je trouve ça super. Le dernier que j'ai fait, c'était la cuisine israélienne, un monsieur qui fait des sandwichs dans une espèce de pita et qui met sa viande à l'intérieur avec ses légumes. J'ai oublié le nom, mais j'ai trouvé ça très sympathique. C'est intéressant pour mon métier en plus. Ouais. C'est clair. Ça donne des idées. C'était un énorme plaisir, Eric, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour ton temps. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci Eric, à très bientôt. Bonne journée. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli.